Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage une nouvelle. Cet épisode a été enregistré à distance à cause, vous l'imaginez bien, du confinement. J'espère que cela n'entachera pas votre plaisir d'écoute. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Fred Jourdain, cofondateur de Blitz Motorcycles, l'un des premiers préparateurs moto français dont chaque création est unique et répond aux aspirations et à la personnalité de son futur propriétaire. Cet épisode est une véritable invitation au voyage, à défaut de pouvoir réellement partir en ce moment. Fred nous fait part de sa passion pour la mécanique et comment elle est devenue son quotidien, après quelques années passées dans un milieu professionnel tout autre, celui des startups. Entre souvenirs d'enfance, histoires de vie touchantes et drôles, Fred nous emmène à travers ces tranches de vie toujours passionnantes. L'épisode est un peu long, alors n'hésitez pas à vous installer confortablement, un petit café ou un thé à la main, ou encore pensez à rallonger votre sortie footing pour en profiter pleinement. Vous retrouverez toutes les automobiles, les motos et les références auxquelles Fred fait allusion sur Instagram @dbg_podcast. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Fred. Salut Yann. Je suis très heureux de te recevoir dans La Boîte à Gants. Eh ben moi je suis très heureux que tu m'aies invité. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en deux mots pour celles et ceux qui ne seraient pas forcément familiers encore avec Blitz Motorcycle, votre univers, les motos que vous préparez, d'ailleurs elles sont folles honnêtement, et Merci. ce que vous faites en fait avec ton associé Hugo. Alors, donc je m'appelle Fred, j'ai 46 ans et je suis le cofondateur d'un garage de moto dit custom, on va dire transformé en tout cas à la main, qui s'appelle Blitz Motorcycles, qui est basé à Paris et qui a ouvert ses portes en 2010. Donc ça fait 10 ans. Okay. Voilà ce que je peux dire. Aujourd'hui, tu vas nous raconter un petit peu comment est né Blitz. Oui. Alors que franchement, tu n'étais pas spécialement destiné à avoir les mains dans le cambouis, plutôt le contraire Voilà. d'ailleurs. Et surtout, tu vas nous faire part de quelques-unes de tes anecdotes romanesques tirées de tes nombreux road trips moto, notamment. Eh bien, écoute, avec plaisir. Donc effectivement, moi, quand je suis à l'école, je suis plutôt un bon élève. Et voilà, donc j'ai des parents qui sont pareil, qui ont eux aussi été des bons élèves, j'imagine, et donc on va dire que j'ai une éducation de bourgeoisie moyenne. Et dans une éducation de bourgeoisie moyenne, en tout cas dans les années 80-90, quand moi je fais mes études, il est de bon ton de vouloir le meilleur pour son enfant, comme aujourd'hui encore ceci dit, mais le meilleur ça passe par un métier de col blanc. Donc mon père est ingénieur de formation et en gros, comme je suis un bon élève assidu et que je fais bien mes devoirs et que je suis pas trop débile à l'école, on m'oriente vers une seconde classique, une première à l'époque, ça s'appelle première S, je sais pas si c'est encore le nom, mais en gros maths physique. Voilà, je fais un bac à l'époque, ça s'appelle un bac C, je crois qu'aujourd'hui ça s'appellerait un bac S. Et ensuite on me dit, quand je dis on, hein, c'est surtout mes parents, mais voilà, ça serait bien que tu fasses soit une école d'ingénieur, soit une école de commerce, donc tu fais ou maths sup, maths spé, ou une prépa HEC. Et finalement, je sais plus pourquoi, mais bref, je choisis la prépa HEC, donc je fais ça. Ça dure 1 an pour moi. Et puis je fais une école de commerce, une subdeco, comme on dit. Et voilà, j'ai un parcours classique. Et je suis diplômé de mon école en 96, je crois, ouais, c'est ça. Je suis rentré en 93 et 3 ans après, donc normal. Et ensuite, à moi le monde du travail, avec un peu l'armée quand même, parce que c'était une époque où on faisait encore l'armée. Donc je fais ça aussi. Et ensuite, je travaille. Donc moi, j'ai toujours été attiré au départ par la mode, parce que je me souviens que mon premier stage de fin d'études en école de commerce, je l'ai fait chez Isabelle Marant, mais bien avant que Isabelle Marant soit la marque que vous connaissez tous aujourd'hui. C'était une microscopique structure, on était dans un tout petit appartement dans le 11e, on était, je sais pas, 5 peut-être. Et ensuite, je travaille un peu dans le monde de la mode, voilà, et comme mes parents me disent que quand même c'est pas sérieux le monde de la mode, à un moment, je sais plus trop comment, mais je réoriente tout ça et je bosse dans les médias. Et les médias m'amènent à bosser, donc c'est en 99, et ils m'amènent à bosser dans Internet, comme on dit. Et je travaille pendant quasiment 10 ans pour la marque qui s'appelait Caramel, qui était une vraie grosse success story de l'Internet. C'était un peu le Hotmail français. Ouais, c'est ça, voilà. C'était la première messagerie en français. Okay. À l'époque. Ça paraît rien, hein, mais c'était costaud en 98-99. Et donc je m'occupe de faire des choses pour eux, et ça s'avère être du marketing en ligne, mais on ne sait pas encore, ça s'appelle pas comme ça.
On fait juste des choses de bon sens pour alimenter une communauté en contenu, en événements, en cadeaux, pour que les gens nous soient fidèles en fait. Voilà. Et, et donc moi, à ce moment-là, je suis parisien. Je me déplace. Alors à ma période un peu mode, je me déplaçais en skate parce que ça dérangeait personne de voir quelqu'un arriver en skateboard. Là, je suis passé par la radio énergie, mais et maintenant je suis chez Caramel, donc on va dire je me déplace je commence à me déplacer en deux roues parce que le métro c'est pas pour moi, on va dire. Ouais. Je l'ai fait, hein, mais voilà, j'aime pas être sous la terre. Et je m'achète avec mes premiers salaires, je m'achète une première moto. À l'époque, il n'y a pas du tout le Bon Coin, mais j'achète quand même ça je crois que c'est un site de petites annonces qui doit s'appeler ancienne.net. Je pense que ça existe encore. Oui, ça me dit quelque chose. Et j'achète un Vespa V5A à Nice à une dame dans un état. Je me souviens que le jour où il a été livré sur palette au pied de l'immeuble dans lequel j'habitais, ma petite amie de l'époque, moi j'étais au bureau, m'a appelé, m'a dit je crois qu'on t'a livré ton scooter, il faut vraiment que tu viennes parce que ça gueule en bas. On a l'impression que c'est un scooter volé ou qui sort d'une grange. Et effectivement, c'est vraiment, il est pas esthétiquement, il est pas beau, mais je tombe immédiatement amoureux de ce truc que j'avais vu en photo. Évidemment, il marche pas très bien, c'est un 50, il dépasse pas les 40 à l'heure. Quand je trouve dans une flaque d'eau, il cale parce que l'allumage est pas étanche, bref. Et en plus, j'ai la bonne idée de le faire repeindre en vert, une sorte de vert fluo cacadois, qui lui vaut le joli sobriquet de crotte de nez. Donc, quand je vais au bureau, De tes collègues, de tes potes, c'était qui disait ça? Ouais, c'était un super pote à moi qui s'appelait Mallory et qui me dit, mais il est vert crotte de nez ton scooter. Et je dis, ouais, c'est vrai, ouais. Mais moi, j'aimais bien, donc, et voilà. Et puis, je passe je continue dans l'ancien parce que, en fait, ce scoot date, je pense, de mémoire de 75, 76 et on est déjà en 2000. Donc, il est déjà vieux. Et en fait, après, le hasard de la vie fait que je me retrouve à Cannes et il y a un magasin de scooters qui s'appelait Vespissimo à l'époque et je le rachète là-bas sans du tout avoir l'argent parce qu'à l'époque, le peu d'argent que tu gagnes, tu le dépenses tout de suite, hein, les copains, les sorties, le loyer, tout ça. Et j'achète la même version que ma crotte de nez mais en 125 cm3. Et là, pour moi, ça y est, c'est une fusée, quoi. Et pareil, je me le fais livrer à Paris. Donc, je vends pas ma crotte de nez d'ailleurs. Je sais plus comment j'ai l'argent, mais je pense que j'ai dû mettre de côté. Donc tu commences une petite collection finalement? Ben, ça commence comme ça. Ça commence exactement comme ça. Et je roule donc sur mon vieux 125 bleu marine, un Vespa ET3. Je mettrai des photos pour les gens qui voient pas exactement ce que c'est. Ouais, je veux bien parce que pas beaucoup de gens sauront, j'imagine, mais voilà, c'est un Vespa ET3 bleu marine, donc avec allumage électronique. Et en plus, il est de bien meilleure facture que ma petite crotte de nez, donc il cale plus jamais quand je roule sous l'eau. Et là, je bourlingue dans Paris. Et en plus, il envoyait, et comme à l'époque, les 50 n'avaient pas encore de plaque. Moi, quand je l'achète, je demande au vendeur de dire que c'est un 50. Ce qui fait que j'ai un Vespa 125, mais qui n'a pas d'immatriculation parce qu'il est déclaré en 50 cm3. D'accord, ok. Et donc, pour un 50, vraiment, il envoie, quoi. Il monte à 90, enfin. J'imagine que tu surprends un peu tout le monde au feu rouge parce que vu que t'as pas les plaques, pour les gens qui connaissent, ils savent ils comprennent que c'est un 50, mais en fait, c'en est pas un. J'ai une anecdote rigolote. J'ai un soir, tu sors avec les copains, tout ça, et alors moi, j'ai jamais bu de ma vie, ce qui me sauve beaucoup, et notamment pour cette histoire-là. Et donc, il est 4 heures du matin, je suis rue de Rivoli. Et je connais un peu l'enchaînement des feux, et donc à un moment, je sais que si au début je roule un peu lentement, après je vais pouvoir envoyer fort parce que je vais avoir les feux tout verts. Donc je fais ça et j'arrive, donc je suis vraiment au milieu de la rue de Rivoli, au niveau des Halles, et pour ceux qui connaissent Paris, et j'arrive jusqu'à la Concorde. Et là, je suis à 90, quoi. Et évidemment, à Concorde, il y a un feu rouge, donc je freine. Et au moment où je freine, j'ai 2 motards de la police qui me foncent dessus, mais vraiment qui s'arrêtent, mais vraiment en mettant un coup de pression du genre très collé à gauche et très collé à droite. Et ils font bonjour monsieur. Bonjour. Ils me disent il marche bien votre scooter. Je fais ouais. Oui, il marche bien. Oui. Il me dit c'est quoi comme cylindrée? Je dis puis là je fais un peu le benet. J'ai acheté à une dame, c'est un 50. Il me dit mais vous savez à quelle vitesse vous roulez? Je dis non, mon compteur il marche plus. Ce qui était faux, hein, mais. Et donc il me dit vous roulez à 90. Ah bon? Je dis mais c'est un peu rapide pour un 50, non? Et mais à l'époque, ils pouvaient pas le savoir. Il fallait démonter la culasse. Il y a une histoire de taille de moteur. Et après, ils ont développé d'ailleurs, parce que il y a de plus en plus de vieilles Vespa roulantes dans Paris, donc ils ont développé une brigade qui se baladait avec un pied à coulisses
pour ouvrir le capot moteur et mesurer l'espace entre le haut de la culasse et la carrosserie. Et avec ça, il savait si c'était un 50 ou un 125. Mais moi, à l'époque, on est très très peu nombreux à rouler là-dessus. Et donc, ils m'ont dit, bon, bah écoutez, c'est étrange, et voilà, ils me font souffler quand même dans le ballon. Et évidemment, comme je bois pas d'alcool, j'ai aucun problème. Forcément, ouais. Ils me disent, mais vous rentrez d'où? Je dis, bah, j'étais dans une soirée, et là, je vais me coucher, j'habite là-bas. Bon, bah, prudence, et rentrez bien. Donc voilà. Et je me rends compte, en fait, que c'est cette première expérience, que c'est vraiment la première fois que je parle aux flics par rapport à ma conduite. Je me dis, c'est dingue, parce que quand tu roules sur un vieux truc, ça attire quand même plutôt la sympathie. Ouais, mais on y reviendra si tu veux, parce que tu as d'autres anecdotes par rapport à ça, Ouais. justement. Je voudrais juste faire un petit retour en arrière sur ton enfance, pour qu'on comprenne un petit peu que la mécanique, ton amour pour la mécanique, aussi bien moto que auto, mais on va plus parler moto forcément, ça vient pas de nulle part non plus. Je crois que ton père te disait plus jeune que t'avais déjà une certaine attirance pour ça, même si tu t'en étais pas forcément rendu compte. Ouais, alors, en fait, cette histoire, il me la raconte quand, justement, en 2004, après avoir eu ce Vespa que j'ai encore, hein, je m'achète une vieille moto que j'ai toujours, et que cette moto, je veux l'entretenir, parce que là, pour le coup, il y a personne qui entretient ça dans Paris. Et donc, je dis à mon père à un moment, voilà, je sais que quand j'étais petit, on a fait du modélisme ensemble, je connais à peu près les rouages de la mécanique, en gros, mais j'aimerais trouver une formation. Il me dit, bah, cherche. Et donc, je me trouve une formation. Et là, il me dit, parce que ça devrait te plaire, parce que quand t'étais petit, nous, on avait une des voitures que mon père a eue, c'est une Renault 12 jaune. Ouais, Et cette Renault 12 jaune, il l'entretenait lui-même avec un mécanicien militaire ouais. qui s'appelait Monsieur Mauge. Et ça devait être un week-end par mois ou un week-end tous les 2 mois. Mais moi, j'ai des souvenirs très précis de mon père et moi allant chez Monsieur Mauge, donc dans la ville d'à côté. Il avait une fosse, il avait un gros chien, ça aussi, je me souviens, un gros berger allemand. Et mon père, avec ce monsieur, passait dans la fosse et faisait ce qu'il avait à faire sur la voiture. Donc j'imagine vidange, plaquettes de frein. Je pense qu'il a dû faire l'allumage, parce qu'à l'époque, ça devait être des vis platinées, chaîne de distri, enfin ce genre de truc, quoi. Et il passait la journée complète, les mains dans le cambouis, et il me disait. Enfin, il me dit en 2004, et quand tu m'accompagnais, ben, t'étais assis au bord de la fosse, et quand je te demandais, passe-moi la clé plate de 12, ben, tu me passais la clé plate de 12. Donc, a priori, il avait dû m'apprendre le nom des outils, parce que j'avais dû montrer une certaine curiosité, et donc il s'était dit, ben, plutôt qu'il soit là à se faire chier et je sais pas quoi, à jouer au ballon contre un mur, et ben, il a qu'à être ma petite arpette. Donc voilà. Donc, ça vient de là. Tu parlais de Renault 12 là à l'instant. Oui, On parlait de policiers aussi. oui, Je crois que ton grand-père était aussi policier ouais, et tu m'as raconté une anecdote qui m'a honnêtement fait beaucoup rire. Je vais pas la spoiler, donc c'était avec une Renault 16 si je me souviens bien. Une ouais. Renault 16 de police en fait. Ouais, alors, en fait, mon grand-père était commissaire divisionnaire, donc il avait forcément un chauffeur qui s'appelait Monsieur Fénérol, je me souviens. Et de temps en temps, comme mes grands-parents habitaient dans une ville à côté de chez nos parents, donc c'était mon grand-père maternel, le mercredi, il venait me chercher à la fin de l'école. Mhm. Et quand il venait, ben, il venait avec la Renault 16, blanche et noire, qui Ouais. était super classe, donc toute blanche, porte noire, marquée police, avec le chauffeur devant. Lui, il m'attendait en dehors de la voiture. Et devant tous les copains, on devait être entre CP et CM2, donc tu vois, c'était la primaire. Ouais. Ben, je montais à l'arrière de la voiture de police, avec mon grand-père qui montait à l'arrière de la voiture de police. Et bien sûr, démarrage avec on faisait 500 mètres, hein, mais démarrage avec gyrophare, tout le tout team, quoi. La classe. Et c'était super. C'était super, parce que quand t'as 8, 10 ans, enfin, enfin, déclencher le gyrophare ou te le faire déclencher, t'es un héros. Donc, Tu ouais, m'étonnes. il faisait ça, ouais. Mais il a pas fait que ça, mon grand-père aussi, comme truc rigolo. T'en veux une autre d'anecdote? Eh ben ouais, tu m'en avais raconté une autre, je sais pas si c'est à celle-là que tu penses, mais vas-y, je t'écoute. Donc, c'était une époque où on passait nos vacances chez nos grands-parents, toutes les vacances. Été, Ouais. hiver, grandes, petites vacances. Et donc, on faisait, à part l'été, mais on faisait le voyage en voiture. Donc, nos grands-parents venaient nous chercher le matin avec ma sœur, et on se tapait 8 ou 9 heures de route pour aller jusque dans le Cantal. Ouais. Et à l'époque, il y avait une voiture banalisée, forcément. La sienne, c'est une 305 beige, je me souviens. Elle était remplie à ras-bord de confiture, enfin, ça le rendait fou, parce que on avait beau essayer de voyager léger, ma grand-mère, elle trouvait toujours moyen de fourrer le coffre de plein de trucs, bref. Et un jour, on est donc sur une portion d'autoroute avant d'arriver dans la partie non autoroutière de l'Auvergne, parce que pendant longtemps, il n'y a pas eu d'autoroute. Clairement, il dépasse la limitation de vitesse. Et moi, à l'époque, j'étais devant, parce que comme on allait attaquer la partie après virage où j'étais malade,
on switchait avec ma grand-mère pour que je sois moins malade. Ok, logique. Bon, ça m'empêchait pas d'être malade, mais voilà. Et donc, je suis devant, ma sœur est derrière en train de dormir avec ma grand-mère, et d'un coup, pareil, 2 motards de la police qui déboulent et qui demandent à mon grand-père de se ranger sur le bas-côté. Donc, mon grand-père, il s'exécute immédiatement, donc il ralentit, il se range, il ouvre la vitre, et les messieurs arrivent, saluent, le salut des gendarmes, bonjour monsieur, gendarmerie, les papiers du véhicule et vos papiers d'identité. Donc, ils donnent d'abord les papiers du véhicule, et puis ils donnent ses papiers d'identité. Et à l'époque, il était encore en fonction. Et donc, il donne je me souviens très bien, parce que moi, je vois les jambes du mec. D'accord? Je sais pas pourquoi, mais je me souviens des jambes du gars avec ses bottes et son pantalon. Sûrement parce que c'était à ta hauteur de petit garçon aussi. C'était sûrement ça. Ouais, j'imagine. Et le mec, il ouvre les papiers. Et là, mais vraiment un film de De Funès, claquement de bottes. Le mec se raidit, dit, oh pardon, monsieur le commissaire, on savait pas. Et là, il l'escorte. Il l'escorte sur un bout de chemin, puis après ils font leur truc. Mais voilà. Mais mon grand-père, il a rien dit. Enfin, il a juste dit non, mais vous pouvez pas savoir, faites votre boulot, pas de problème. Et il a continué sa route sans jamais avoir à payer l'amende. T'as dû entendre les talons claquer, quoi. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que les mecs, ils sont pas rigolés. Mais parce que je crois qu'il avait un très haut poste. Enfin, il était pas juste commissaire divisionnaire à la fin. Je crois qu'il était inspecteur général, ça se dit, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment un haut poste dans la police nationale. Et d'ailleurs, c'était pas des gendarmes, hein, pardon, qui l'auraient été, c'était des policiers. Des policiers, donc vraiment le même corps. Ouais, à l'époque, ils avaient pas fusionné, ils s'aimaient pas trop. Ouais. Je crois. Donc voilà, ça c'était mon grand-père. Donc, je pense qu'on aura d'autres anecdotes d'ailleurs, je crois, sur la police, que définitivement la police, gendarmerie, c'est un vrai sujet chez toi, Yomoto. Bon, on y reviendra après si tu veux. Ouais. Donc là, si on reprend un peu le fil de ce que tu expliquais tout à l'heure. Oui, pardon. On est en 2007, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu avant même. On est en 2004, et donc j'ai ces 2 Vespa, ouais. Et en 2001, je décide de passer, ou en 2002, je passe le permis moto, mais bien sûr, forcément, je veux pas un Phaser 600 ou un Suzuki SV 650 comme la plupart des jeunes permis. Moi, je veux une moto de gendarme, justement, du gendarme de Saint-Tropez, ce qu'on appelle une BMW série 2. Je te passe les détails parce que c'est une longue histoire, mais j'obtiens la série 2. Alors, j'obtiens le permis. Ok. J'obtiens la série 2. Je roule avec la série 2 et avec le Vespa, un jour sur 2, comme ça, voilà. Et la série 2, elle marche impeccable, elle démarre au premier coup de kick. Je fais tous mes rendez-vous avec, je vais en soirée avec. Vraiment, elle tourne impeccable. Mais tous mes copains me disent, tu te rends compte, elle est 1961. Il y a un moment où elle va tomber en panne, et alors là, tu seras vraiment dans la merde, parce que personne à Paris et aux alentours ne travaille plus sur ce genre de modèle. Et en me laissant convaincre de cette réalité, qui n'en a jamais été une, mais en tout cas, c'est à l'époque j'y crois. C'est là où je dis à mon père, il faudrait que j'apprenne à faire un peu de mécanique. Et il me dit, mais écoute, moi, je connais pas ces modèles-là. Le mieux, c'est que tu fasses une formation. Et donc, je cherche sur Internet et je trouve. Et donc, j'entame un CAP de mécanique, alors que je suis encore en poste à l'époque dans ce qui est devenu l'ICOS. Donc, je sais pas si t'as connu, mais c'était l'équivalent de Google. Ouais, si, bien sûr, c'est la boîte dont on parlait tout à l'heure. En fait, Caramel a été racheté par l'ICOS. Et l'ICOS, c'était un moteur de recherche. Pour que les gens comprennent bien, ouais. Tu t'occupes du marketing, tu es directeur marketing, je crois. Ouais, Europe. Et en même temps, en parallèle, après ta journée de travail, tu fais ton CAP, enfin, tu te formes à ton CAP. C'est ça. J'ai un CAP qui commence en septembre 2004, qui se finit en mai 2005, et pendant ces 9 mois-là, j'arrive au bureau beaucoup plus tôt qu'avant, pour pouvoir faire une journée vraiment complète, pour pas qu'on me reproche rien. Et je termine à 17h45, et je suis sur ma moto à cette heure-là, et à 18h, je suis dans un lycée professionnel à Villeneuve-la-Garenne, qui à l'époque, les locaux sont dans le 8e, donc voilà, je mets un quart d'heure en moto, quoi. Mais par contre, j'y vais, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, et le pire, c'est que j'adore y aller. Vraiment, je me souviens de retour la nuit sous la neige à 21h, parce que ça se termine à 21h, où je fais pas le malin sur ma série 2 parce que j'ai des freins à tambour, elle pèse 200 kilos et c'est pas une moto moderne, quoi. J'ai des pneus carrés en plus, parce que c'était des pneus montés pour sidecar. Je me suis fait des belles glissades, en vrai, des belles petites frayeurs le long de la Seine, mais par contre, tous les jours j'y vais, quoi. Pour que les gens comprennent bien, tu avais fait un deal, je crois, avec ton boss de l'époque. Ouais. Tu avais cette espèce de double vie, personne ne devait être au courant. Exactement. Je crois que tu allais même jusqu'à effacer les traces, on va dire, physiques de la mécanique. Ouais, ça m'est resté, j'ai jamais les mains sales. Enfin, j'ai les mains sales tant que je travaille avec mes mains, mais quand je quitte mon atelier, et ça c'est venu de cette époque-là, je n'ai pas une trace de cambouis sur les bras. Donc autant dire que je frotte avec des produits, des brosses à ongles, bon, ma peau tend à résister, tant mieux, mais j'ai jamais les doigts sales, parce que ce patron de l'époque me dit, moi j'ai aucun problème, hein, tu fais bien ta formation, c'est super et tout ça, mais que personne ne l'apprenne, parce que si on sait ça, et que en parallèle de ça, il y a une de tes opérations qui flanche,
un truc qui fonctionne pas, on viendra dire, à tort ou à raison, mais on viendra dire que c'est parce que t'es pas impliqué, que tu fais des Ouais, trucs bien perso sûr. et que c'est pas dans la nature en France en 2004, c'est pas dans la nature du monde de l'entreprise d'avoir des employés qui se forment à autre chose que le métier qu'ils exercent au quotidien. Or lui, il est allemand et c'est dans la culture allemande ça depuis très longtemps. Donc c'est pour ça qu'il me dit voilà, protège bien tes arrières, mais vas-y éclate-toi. Ce qui a été une vraie chance, parce que du coup, tu trouves cet équilibre, même si j'imagine que tu as une vie à 100 à l'heure, bah, tu as une double vie, donc tu dois pas avoir beaucoup de temps, on va dire, vraiment libre. Ah bah non, non puis j'avais une triple vie parce que moi je faisais j'avais une vie très active la nuit. Je faisais des soirées beaucoup. J'en faisais une par semaine, mais c'est du boulot en fait d'organiser les soirées en boîte de nuit, de faire les cartons, Tu de faire m'étonnes. partir les invites, d'imaginer les thèmes, de faire rentrer des marques pour avoir des je sais pas quoi des on avait fait des soirées Haribo avec je sais plus combien de kilos de bonbons Haribo à distribuer aux gens. Enfin donc ouais non j'étais très actif ouais. Plus le sport où j'avais des entraînements très intenses et très réguliers 3 fois par semaine, sans compter les matchs du dimanche. Donc ouais j'avais une vie très active, mais c'était super hein. J'adorais. C'est génial, et puis toutes ces vies devaient s'alimenter les unes avec les autres, c'est-à-dire C'est qu'elles ça. devaient te permettre de t'enrichir, en fait, finalement, quoi. C'est ça, c'était un super enrichissement personnel et puis mais surtout la mécanique parce que à la différence de tous les autres trucs que je faisais euh, où j'étais remplaçable à tout moment, hein, on va pas se mentir. En mécanique, je me rendais Mhm. compte que le savoir que j'étais en train d'acquérir, il y avait que moi qui allais l'avoir. Ouais. Surtout par rapport à tous mes autres copains ou contacts de travail, et j'étais le seul à savoir comment ça fonctionne un moteur à 4 temps, un moteur à 2 temps, ce que c'est qu'une soupape, ce que c'est qu'une chaîne de distri, ce que c'est un pignon de sortie de boîte. Alors, évidemment que j'en faisais pas état dans mes dîners, mais ça me faisait bander, pardon du terme, de le savoir et de savoir comment ça marchait. C'est-à-dire que quand une voiture passait devant moi, alors dans la limite de mes connaissances de l'époque et même encore aujourd'hui, mais je savais pourquoi les roues arrière elles tournaient ou pourquoi les roues avant tournaient, puisque si c'est une traction, c'est une roue avant. Mais pourquoi ça tournait, c'est moteur, vilebrequin, boîte de vitesse, engrenage, embrayage, cardan, tout ça, je savais, je voyais les pièces en mouvement, quoi. Mentalement, tu pouvais décortiquer, en fait, le fonctionnement de la voiture quand tu la Ouais, voyais passer devant toi, quoi. exactement. Et c'est ça que j'ai toujours aimé en fait. Et donc, à ce moment-là, donc, on est là sur la période où tu passes ce CAP. Ce CAP, tu l'as en combien de temps? Un an, c'est ça? En 9 mois, ouais. C'était le tarif pour tous les adultes. Hein. On le passait à la fin de la première année et on l'a tous eu. En plus, avec des personnes, j'imagine, qui n'avaient pas forcément le même profil que toi, tu devais un peu dénoter à ce moment-là. Ah bah, c'est-à-dire qu'ils étaient tous plus vieux, il y en avait très peu parlaient français. Mhm. Par contre, tous savaient faire de la mécanique depuis leur plus jeune âge. Et moi, j'étais le seul quasiment blanc, euh, mais par contre, qui avait aucune notion de la mécanique. On va faire un petit accéléré, donc tu chopes ce CAP, tu es entre Ouais, guillemets rassuré, parce qu'à la base, qu'on revienne à l'idée de départ de ce CAP, c'était d'être sûr que tu puisses réparer ta moto. À la base, c'était juste ça, finalement. c'est exactement ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est une moto qui n'est jamais tombée en panne depuis que j'ai toujours. Hein. C'est quand même le côté drôle de l'histoire, c'est qu'elle n'est jamais tombée en panne. Et j'ai roulé avec. Mais au moins, voilà, me voilà rassuré. J'ai remonté une moto parce que j'ai acheté pour le CAP une moto en panne et je l'ai remontée et je l'ai transformée Mhm. parce que j'aimais pas le look. C'était une vieille Royal Enfield anglaise, je précise, de 1963, une boulette. Mais je trouve sur internet un kit de moto trial en aluminium, je trouve ça sublime. Donc je dis au prof, voilà, moi je voudrais travailler sur une moto, sur une voiture, il me dit pas de problème. Si j'ai acheté ça, elle est en panne, on pourra la faire, il me dit pas de problème. Je dis, puis je vais faire livrer au lycée des boîtes à mon attention parce que j'ai acheté, oui, pas de problème. Et ben voilà, et donc pendant 9 mois avec ce monsieur, il s'appelait Laurent Lafolie, on a rouvert entièrement le moteur, refait toute l'électricité, puis ensuite on a adapté le kit, qui évidemment s'adaptait pas du tout aussi facilement que ce qui était prévu, mais bon, j'avais toutes les machines à disposition et voilà. Et en plus, avec ça, je me suis rendu compte, grâce à lui et à ces machines, que quand tu es bloqué parce que la selle s'adapte pas au cadre, parce que ton cadre il est pas de la bonne année, il a pas le bon écrou, bah il dit c'est pas grave, on va fabriquer de la pièce. Donc toi tu te dis ah bon. Et là il sort une barre en métal et puis il va la plier en trois et puis il va la percer à gauche, il va la percer à droite et puis au milieu et puis il va la fileter, il va la tarauder et d'un coup t'as ta patte d'adaptation. Alors que une demi-heure avant t'étais bloqué comme un con, t'avais pas de selle. En fait je me suis dit si t'as les bons outils et que t'as la bonne vision de la pièce à fabriquer, alors là, en l'occurrence, c'est un truc tout simple, donc on n'a même pas fait de plan, mais en fait, tu peux t'en sortir. Mhm. Il y a rien qui est infaisable. À partir du moment où ça a été fait par un humain, ça peut être défait ou réamélioré par un humain. Clairement. Alors qu'avant, non, avant, c'était sacré. Une voiture, je pouvais pas imaginer y toucher. C'est comme ton iPhone, tu peux pas imaginer, toi, aujourd'hui, l'ouvrir. C'est clair, c'est clair. Parce que t'as cette impression que si tu l'ouvres, quand tu vas le refermer, il y aura une pièce à côté que tu auras oublié de remettre. Ou alors, faut être accompagné d'une bonne personne avec le bon tuto. Mais c'est vrai qu'en général, tu t'y aventures pas, ouais. Sauf que, voilà. Sauf que si tu as les bons outils
Et la bonne marche à suivre, ben, ça a jamais été fait que par un humain, en fait, l'iPhone. Aidé par des machines. Ben, un véhicule, c'est pareil. Totalement. Il y a de l'humain derrière. Tout le temps. Et justement, par rapport à l'humain, avant donc que tu crées vraiment l'activité de Blitz en 2010, on y reviendra après si tu veux. T'as enchaîné les road trips aussi avec cette moto parce que finalement tu l'as fait vivre aussi. Alors, c'est pas avec cette moto, non, c'est avec une autre. Ouais, c'est avec. Excuse-moi, t'as raison, c'est avec une BM, c'est ça? C'est avec une autre BM, c'est avec un R100, c'est-à-dire c'est un 1000 cm3 des années 70. Donc déjà, frein à disque, 1000 cm3 au lieu de 500, Ok. gros carbu, donc une vraie routière. C'est vraiment la moto avec laquelle tu as pu voir dans les années 80 les fameux Allemands tout en cuir traverser l'Europe. Oui, ok. Bon, bah c'est ça. Sauf que évidemment, je la transforme un peu, justement parce que j'ai pris goût à ça. Donc j'aime pas les gros garde-boue plastiques, j'aime pas la grosse selle, j'aime pas le gros guidon. Et donc très vite, je change tout ça. Je fais tout en noir mat à l'époque parce que j'aime bien l'uniformité de la couleur. Et je fais ça surtout parce que j'ai pas d'endroit. Moi, je fais ça avec un monsieur que j'ai rencontré entre-temps, juste après le CAP, un peu grâce à un ami qui s'appelle Mika, qui me parle de ce monsieur, qui a 30 ans de plus que moi, qui s'appelle Becker, et qui va devenir mon mentor. Tu me disais que ce fameux Becker, qui était assez connu dans le milieu à ce moment-là, sortait tout droit des films d'Audiard, c'est ça? Oui, oui. Lui et son super ami Jean-Marie, c'était vraiment ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des darons. C'est des mecs qui ont vécu des trucs que tu verras jamais de ta vie et qui étaient en plus lui, il était ultra érudit, ultra intelligent. Sauf qu'à 45 ans, donc 15 ans avant de me rencontrer, il fait un choix de vie où il se dit voilà, moi, je suis dentiste, je gagne super bien ma vie, mais je me fais chier. Ouais. Il revend sa polyclinique et il arrête de bosser, il sort du système et il ne fait plus que de la musique parce il n'est plus de ce monde malheureusement, mais donc en tout cas quand il fait ça, il adore jouer de la musique et il est hyper doué, sauf qu'il veut pas en vivre. Et il fait de la mécanique parce qu'il adore ça, il a toujours fait de la moto depuis tout petit et il répare ses motos ou celles de ses copains, gratos. Et donc tu te formes avec lui, tu apprends Ouais. plein de choses avec lui, tu passes beaucoup de temps avec lui. On y reviendra parce que t'as encore des anecdotes avec la gendarmerie. Décidément, c'est un vrai thème. Ouais. Mais je pensais notamment, en fait, quand je voulais te lancer là-dessus, c'était sur. Je crois que c'était en 2007, si tu m'avais dit. Donc, effectivement, avec ta BM, alors moi j'avais noté, tu vois, que c'était une R90S, mais manifestement c'était une R100. Non, en fait, ouais, je vois ce à quoi tu fais allusion. Ouais. En fait, je fais bien un road trip en R90S qui est celle d'un copain à moi. Mais et là, je pars tout seul en Auvergne, rejoindre mon grand-père, justement, Ok. qui passe sa retraite en Auvergne, dans le Cantal, où on a passé tous nos étés. Mais si je fais ce road trip seul avec cette R90S, c'est parce qu'avant, j'ai traversé toute la France et toute l'Espagne sur mon R100 à moi, Ok. avec ce pote Becker, parce que je l'aurais jamais fait seul. Et on rejoint à Biarritz des amis à lui, un père et son fils, et que je ne connais pas. Mais on va traverser toute l'Espagne et on va avoir des pannes, on va se réparer sur le bord de la route. Et en rentrant de ce truc, donc on dort dans les campings, on fait des vrais road trips, quoi. On se lave pas, on s'en fout. Et je me dis, putain, mais en fait, je peux le faire seul, quoi. Et puis surtout, j'aime ça. Donc, 2 ans plus tard, je récupère cette R90S de toujours mon ami Nika, celui qui m'a présenté Becker. Et moi, je pars et je rejoins mon grand-père en Auvergne. Donc, je mets, comme à l'époque de mon grand-père, je mets 9 heures pour aller en Auvergne, quand maintenant, t'en mets 5, quoi. Ouais, bien sûr. Sauf que je reprends les routes de mon enfance. Et il y a un moment, parce que je pense que c'est là que tu veux m'emmener, mais donc je suis seul, je traverse la Beauce, donc je quitte Paris, direction la N20, je traverse la Beauce, c'est chiant. La France est belle sauf la Beauce, je suis désolé, hein, c'est juste vraiment, c'est plat et venteux, mais bon. Et puis vers la fin de la Beauce, j'ai une envie de pisser de dingue. Il est, je sais pas, 10 heures du matin. Évidemment, je suis sur une départementale, il y a rien à part des champs, donc je m'arrête, je coupe le contact, je vais dans un champ, en faisant attention de ne pas casser le maïs et tout ça, parce que je suis respectueux mais je fais mon petit besoin. Et puis, en faisant mon petit besoin, j'entends au loin, j'ai encore mon casque sur la tête, mais j'entends deux motos ralentir. Et voilà, et puis je fais pas plus gaffe que ça. Puis quand je reviens, je regarde au sol parce que je fais gaffe à pas écraser les épis de maïs. Et puis quand je remonte le talus, j'entends bonjour monsieur, gendarmerie. Et moi, je viens à peine de fermer mon pantalon, quoi. Ouais. Putain, je dis, oh merde. Et bien sûr, quand tu fais un road trip, t'as 5 kilos d'outils, 2 slips, 2 t-shirts, 2 chaussettes et une carte de France. Mais t'as pas les papiers. Bien sûr. Parce que moi, j'ai jamais mes papiers sur moi. J'ai jamais pris les papiers sur moi de ma vie. D'autant que quand t'as 25 motos, tu prends pas les 25 papiers, ça sert à rien. Donc bref. C'est clair. Donc, ils me disent, papier du véhicule, ça. Je dis, bah, désolé, j'ai rien, quoi. Et je leur explique, en gros, je vais rejoindre mon grand-père. Voilà, ils font un petit contrôle, hein, un check, c'est normal. Puis après, ils disent, mais elle est bien vieille, votre moto. Alors je leur dis, voilà, elle est de 76, c'est une 96. Parce qu'ils la reconnaissent pas, évidemment. Parce qu'elle est toute transformée, elle est toute noire mat. Et on commence à discuter, machin. Et puis ils me disent, bon, bah écoutez, on va vous escorter.
Je dis comment ça? Il dit bah nous on s'arrêtera à la limite du département, mais on a du temps. Votre moto elle est belle, si ça vous va, on vous ouvre la route. Je dis bah ok. Et donc il m'ouvre la route avec les gyrophares. Alors on roule pas vite, hein. Mais par contre, je peux te dire que quand tu passes dans un village, tu te fais remarquer. Tu m'étonnes. Parce que t'as deux gendarmes en face de toi avec les gyrophares à pleine balle et tu roules à 50 à l'heure. Et tout le monde, je pense, s'est dit mais c'est qui ce gars? Et puis arrivé à la limite du département, je sais plus lequel c'était, mais bon voilà, salut, au revoir. Et puis moi j'ai continué. Super histoire. Et donc vraiment, je pense qu'on rendra hommage à la gendarmerie et à la police à la fin de cet épisode parce que on en parle beaucoup quand même. Mais t'as des anecdotes qui sont folles. Effectivement, je pense que ça attire la sympathie, comme tu le disais, Ouais, c'est ça. de rouler avec des motos un peu vintage en fait. Vintage préparé aussi. Mais déjà, le côté vintage doit attirer la sympathie. Bah, c'est-à-dire qu'avec une moto, de toute façon, quelle que soit la moto vintage, déjà tu fais pas le foufou sur la route, quoi qu'il arrive. Parce que c'est des motos qui n'ont pas la même réactivité, qui n'ont pas la même puissance et pas le même freinage. Et quand c'est en plus une vieille BM, souvent, quand c'est un gendarme ou un flic, il te dit ah mais je l'ai eu celle-là, forcément parce que c'était les motos des flics ou même genre en tout cas. Donc ouais, tu parles de leurs souvenirs. Donc ouais, moi j'ai plutôt des rapports extrêmement cordiaux avec la police et la gendarmerie. On sent bien dans toutes tes histoires qu'il y a de la sympathie pour les forces de l'ordre. Et pour réellement boucler la boucle de ces anecdotes, je crois que tu as une dernière anecdote à ce sujet avec Becker dont tu parlais tout à l'heure. Pour te parler de cette anecdote, juste pour planter un peu le décor, donc ce fameux Becker, dans sa jeunesse, il a connu des épisodes que nous on connaîtra jamais, où notamment il s'amusait parce qu'à l'époque il avait une moto qui était un peu plus puissante que les motos anglaises de la police nationale. Bah, il s'amusait quand les mecs se garaient en épi, il allait les voir gentiment, il donnait un coup de pied dans une moto qui faisait tomber les autres, et puis il disait bah alors les filles, qu'est-ce que vous attendez? Et vraiment, hein. Et ensuite il attendait que les mecs remontent sur la moto, la démarre au kick, lui sa moto elle roulait, hein, enfin elle tournait, et il se faisait prendre en chasse exprès, en faisant en sorte de pas trop les semer. Et puis à un moment, inéluctablement, ça se finissait dans le bois de Boulogne, parce que comme c'était un trialiste de plutôt bon niveau, et qu'à l'époque, béni des années 60, on pouvait encore faire du trial en moto dans le bois de Boulogne, et ben il allait les semer dans le bois de Boulogne. Donc voilà, ça c'est le décor de Becker et son amour des forces de l'ordre, parce que vraiment il y avait aucune malice, quoi. C'était juste un jeu. Et donc nous voilà partis, dans les années 2010, à une énième bourse de pièces moto en banlieue pour acheter des choses, et puis on se retrouve finalement à acheter une moto entière. Sauf qu'on est tous les deux en moto, et donc faut ramener la moto qu'on a achetée en moto. Qui évidemment la moto en plus ne roule pas. Donc sur place on la démonte un peu, et je me retrouve moi avec en gros le cadre, les deux roues superposées, les tubes de fourche de mémoire le long de mes jambes, tout ça attaché de manière un peu aléatoire. Et Becker, lui, il a le moteur, la boîte, le bras oscillant. Donc on a chacun à peu près 120 kilos de matériel à l'arrière de nos BM, et on part. Et on prend les nationales, et à un moment, bon voilà, on est dimanche, il y a des contrôles, et il y a un contrôle de la police nationale. Ouais. Et donc on s'arrête, évidemment les mecs, donc quand on s'arrête, on peut même pas descendre des motos tellement on est chargé. Moi je peux même pas faire passer ma jambe par-dessus ma moto tellement il y a des trucs derrière. Les types commencent à me dire mais vous venez d'où, et surtout qu'est-ce que vous faites, vous vous rendez pas compte du danger que vous représentez, tout ça. Et donc ils demandent les papiers, et je vois Becker sortir, mais en plus vraiment pour le coup il le fait pas exprès, mais il sort son porte-clés. Il avait plein de clés à son porte-clés, des clés je pense inutiles, mais ouais. Et il avait un porte-clés en cuir avec le logo de la police nationale. Ok. Et voilà, il l'avait, alors je sais pas d'où il l'a eu, machin. Et donc quand le gars voit ça, le policier lui dit mais ah bon, mais vous êtes de la maison? Et là Becker, hyper stoïque, avec un petit sourire en coin là, vraiment il me fait penser à, à Sean Connery, je te jure. Il avait un côté Sean Connery dans ce sourire un peu de défi, mais en même temps de sympathie. Il dit, bah oui, en fait, mon collègue et moi, soudain je deviens son collègue, on travaille, on est les mécanos de la brigade mobile de Paris, et et moi je suis chef d'atelier alors, il sort le nom d'une brigade, euh, qui est boulevard Henri IV, brigade de la garde nationale. Et je te jure, mais je me dis, mais le mec est fou, parce que là, c'est usurpation d'identité. Enfin, moi, je me vois au trou. Et les mecs, oh, mais excusez-nous, pardon, et merci pour le boulot, hein. Et bonne route. C'est Et on génial. repart.
Et on repart. Et arrivé chez lui, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Il me dit, bah, il fallait bien le tenter, hein. Et je me dis, ah ouais, d'accord, donc il fallait bien le tenter. Moi, j'aurais jamais osé. Mais voilà, c'était le genre de gars que c'était, et c'était le genre de rapport qu'il pouvait entretenir avec les forces de l'ordre, qui était évidemment très respectueux, mais très coquin et très malicieux. Ouais, il avait un aplomb de dingue, quoi. Il avait un aplomb, mais qui était backupé, si je peux me permettre l'expression, parce que évidemment, il a quand même sorti le nom quand même du colonel qui était en charge de la brigade. Donc, il avait une sorte de savoir, Ouais. il avait une info qui faisait tout passer crème, et puis c'est surtout voilà cet aplomb et ce sourire qui font que dans les yeux et dans le sourire d'une personne, tu peux sentir que le mec est sûr de ce qu'il dit ou que le mec n'est pas sûr de ce qu'il dit. Et Becker, il est tout le temps sûr de ce qu'il dit. Donc, ça passe vraiment bien, quoi. Oui, il y avait aussi un certain charme dans la manière dont il s'exprimait qui fait que tu as envie de le croire aussi. C'est ça, c'est ça. Il est capable de t'emmener. Alors bon, là, c'est un mensonge, mais enfin moi, quand il me racontait des histoires, moi je lui ai toujours dit, il faut que tu écrives un livre parce que on peut pas y croire. Je me doute, voire je sais que c'est vrai, mais c'est tout simplement pas croyable d'entendre ce genre de truc. Surtout quand on est en l'an 2010. Parce qu'on n'a pas connu tout ça et que enfin voilà, il racontait des trucs un peu dingues. Je te dis, l'histoire de la course poursuite avec les flics, tu te dis mais aujourd'hui jamais je fais ça. Jamais je fais ça pour le fun parce que le risque est trop grand, parce que il y a la peur de l'accident, à l'époque c'était pas du tout le truc. Il a quand même connu les flics lui. Comme dans les albums de Kiki Fluke, je sais pas si t'as connu ça, t'es peut-être trop jeune, mais Si, si. voilà, ce qu'on appelait les hirondelles, c'est-à-dire des mecs avec des espèces de grands panchos noirs avec le petit képi, le sifflet et le bâton, quoi. Et quand tu faisais une bêtise, eh ben ils te sifflaient après, ils te couraient après, donc c'était au plus rapide. Ouais, t'avais une vraie insouciance, quoi. Ouais, en tout cas, il y avait un rapport aux forces de l'ordre qui n'était pas du tout le même. Il y avait, voilà, un coup de sifflet suffisait dans 80% des cas à ce que le mec s'arrête et accepte de se faire prendre. Bon, aujourd'hui, non, quoi. Enfin, tous ces rapports-là ont changé. C'est des rapports de force beaucoup plus durs et beaucoup plus profonds. Pour finir sur Becker, pour finir vraiment de planter ce personnage, parce que finalement, il a quand même été vachement important pour toi. Il l'a été, ouais. Ouais, et puis pour plein de gens. Pas que pour moi, mais oui, il l'a été, ouais. Ouais, justement, c'est ce que j'allais y venir, c'est que pour dresser, c'était presque une célébrité, on peut le dire, dans ce milieu-là. Ouais. Tu m'avais raconté une histoire, tu sais, où vous étiez allé dans un club qui s'appelle le Castel, si je me souviens bien. Ouais, en fait, nous, quand on a connu Becker, il avait déjà 60 ans. Il était ce qu'on appelle ranger des bagnoles. Il sortait plus vraiment. Mais sur ces murs de maison, t'avais des photos de lui dans des soirées incroyables avec des déguisements de dingo, entouré de gens, de ce qu'on appelait les vedettes de l'époque, tu vois. Donc bon, ok. Ouais. Et donc les images prouvaient bien qu'il avait fait partie de cette jet set là. Et un jour, il nous dit parce qu'il recevait encore des cartons d'invitation dans des boîtes dans lesquelles même moi je pouvais pas rentrer. Alors que le mec avait 60 ans, parce qu'il connaissait tous les patrons de boîte qu'il avait vu être commencé comme barman ou comme dame pipi Ouais. ou comme leader. Donc, ok. Et donc il nous dit ah là mon Dieu, j'ai reçu un truc, ça fait chier, mais faut que j'y aille parce que c'est tous les copains. Et je dis oh c'est quoi? Il dit ah, c'est chez Castel. Donc j'en parle à la bande de jeunes qu'on était par rapport à lui, parce que on était une quinzaine de mecs, dont Becker, mais ils étaient deux ou trois, on va dire âgés, et puis nous qui étions plus jeunes, on était des trentenaires. Donc je dis ça à tous les copains et je dis les gars, la semaine prochaine, il y a Becker, croyez-le ou pas, mais on va tous dîner ensemble, puis après il va nous quitter et au lieu de rentrer comme d'habitude chez lui, ben il va aller guincher. Alors on rigole. Le dîner arrive, le jour du dîner arrive, et Becker, évidemment ponctuel comme un roi, arrive pile à l'heure, sapé comme un milord. C'est-à-dire que Becker, c'est la première fois de ma vie, la seule fois où je l'ai vu avec un costume bleu marine, rayures tennis. Il avait au pied je peux imaginer des John Lobb faites sur mesure à l'époque, enfin des chaussures incroyables, Mhm. tiré à quatre épingles. Vraiment bel homme, quoi. Sur sa moto, bien sûr, hein, sa moto qui était rafistolée de partout parce qu'il adorait le style rafistolé. C'est d'ailleurs ce qui a donné un peu notre style à nous, j'imagine. Et donc, on dîne tous ensemble et on dit, bon, ben, Becker, on va t'accompagner. Donc, nous voilà partis dans le 6e rue des Canettes, je crois, enfin, bref, une des petites rues du 6e, avec nos motos très bruyantes et très visibles. En tout cas, par le bruit, en tout cas qui passe pas du tout inaperçu. Et en fait, ce qu'on lui a fait, c'est qu'on a fait une aide d'honneur. Donc on s'est tous garés en épi les uns en face des autres, un peu comme quand tu sors d'un mariage. Ouais. Évidemment, les motos tournaient. Évidemment, on a donné des grands coups de gaz et il est arrivé comme une star sous les feux des projecteurs de nos phares avant.
Et puis il s'est enfoncé dans la boîte et puis nous, on est rentré chez nous et on l'a laissé faire sa soirée. Et ça, c'était super. Ça devait être magique au moment. Ouais, vraiment, c'était hyper cool parce qu'en plus, évidemment, il l'a hyper bien pris parce qu'il aurait pu, ça aurait pu le faire chier qu'on accompagne, mais non, pas du tout. Non, c'était super. En même temps, il y a jamais eu de mauvais moment avec Becker. Mais jamais. Et pourtant, des moments galères, il y en a eu dans la mécanique ou dans les road trips. Parce qu'on casse une pièce et qu'on est au milieu du désert par 45 degrés à l'ombre et bah lui il attend la dépanneuse ou il attend de trouver le mec qui sur le bord de la route va nous aider. Il s'est jamais énervé, j'ai jamais vu s'énerver, jamais. Il avait un vrai flegme, quoi. C'est pour ça que je te dis Sean Connery. Je te jure, il avait Tout ce à fait, truc tout à fait. où c'est pas que rien n'est jamais grave, mais tout est sous contrôle. Il y a une phrase, une devise militaire que j'adore qui est une devise. Alors je sais plus de quel commandement, mais je crois que c'est le commandement de la d'une force tactique américaine qui dit In God we trust, the rest we monitor. Donc en gros, c'est dire on croit en Dieu et tout le reste on gère. Ouais, Bah exactement. cette phrase-là, elle aurait totalement pu s'appliquer à Becker, c'est-à-dire qu'il gérait tout le temps tout, tu vois. Et moi, qui suis un peu plus sanguin, il se foutait de ma gueule quand je m'énervais, quand je râlais, et quand t'as un mec qui est hyper flegmatique, que tu respectes beaucoup et qui se fout gentiment de ta gueule parce que tu râles, bon, bah, à un moment, tu dis que t'es ridicule et puis t'arrêtes de râler, quoi. Ouais, je vois bien, je vois bien. Et donc, il t'aide beaucoup dans le lancement, enfin en tout cas, il t'inspire beaucoup dans le lancement de Blitz. C'est en 2010, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, la philosophie qu'il y a derrière? Ben, je vais te dire, elle est ultra imprégnée de la philosophie que j'ai côtoyée au quotidien pendant quasiment 4 ans avec Becker, parce que avec Becker, quand j'ai eu le CAP, juste je précise, notamment tous les étés, à partir des beaux jours, je passais toutes mes soirées chez lui après le boulot. Mhm. Donc je continuais à bosser parce qu'on faisait les motos gratuitement pour les copains des copains et tout ça. Donc on avait toujours des choses à faire et puis surtout parce que c'était un moment quoi, un moment d'amitié et il y a des moments où bah tu parles pas parce que tu es concentré, puis il y a des moments où tu parles parce que tu as du temps, tu pars dans les monts du Forest pour récupérer une moto, tu as 8 heures de route, aller et 8 heures de route retour, bah évidemment que tu parles. Donc je pense que c'est pour ça que je parle d'un mentor parce que sans qu'il me le dise, sans que je le réalise et sans que ce soit officiel tout ça, j'ai forcément calqué un peu ce qu'on peut appeler un art de vivre sur le sien en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on décide de créer Blitz avec mon associé Hugo, il y a ce truc où justement, d'abord on va travailler sur des vieilles motos parce que c'est ce qu'on aime faire et que moi j'ai enrichi mon savoir grâce aux expériences avec Becker. Et puis que chez Becker, il y a toujours eu des vieux réservoirs qui traînaient. Et je me souviens que la première fois de ma vie, bien avant qu'on s'appelle Blitz, que je fais l'exercice de poser un réservoir non d'origine sur une machine, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, une BMW, je vois un réservoir de son premier Sportster Harley Davidson où il avait repeint en rouge, dégoulinant, dégueulasse, la marque Harley Davidson, vraiment fait à la main moche, et je trouvais cette pièce sublime. Et un jour, on est en train de faire une BM, je sais plus pour qui, et on enlève le réservoir parce qu'on doit travailler sur l'électricité. Et à un moment, en rigolant, je dis à Becker, j'ai dit, est-ce que je peux 2 secondes décrocher ce réservoir qui était, il y avait 1 centimètre de poussière sur le réservoir. Il dit, Mhm. ouais, bien sûr. Je le décroche et juste, je le pose sur ce cadre. Et à l'époque, je ne sais absolument pas que je saurais un jour adapter ce réservoir, mais je dis à Becker, on prend du recul. Et je dis, putain, c'est dingue, t'as vu comme ça change la ligne de la moto. Et il me dit, oui, c'est vrai. Et en fait, je pense que c'est né de là. Et donc, un jour, entre-temps, donc je rencontre Hugo, qui lui a un atelier dans le 17e à Paris. D'accord. Et puis, ben, Hugo et ses potes intègrent notre bande de potes. Donc là, vraiment, on avait une copine qui les appelait les bonbons parce qu'ils avaient 20 ans, on en avait 30, et au-dessus, on avait des mecs de 60 ans. Donc c'était vraiment les petits tout de la bande, quoi. Mhm. Et elle les appelait les bonbons. Parce qu'ils étaient tous hyper mignons, hyper beaux, hyper gentils et tout ça. Et un jour, donc, je suis avec Hugo parce que, ben, bon an, mal an, il me propose enfin, il m'accepte dans son atelier qui est beaucoup plus proche de chez moi que de chez Becker. Ce qui n'empêche qu'on s'appelait tous les jours avec Becker, mais voilà, je quitte le nid, je nidifie ailleurs avec Hugo, et à un moment, donc on s'appelle toujours pas Blitz, on fait toujours ça le soir et le week-end, et puis à un moment, il y a un ami de la maman d'Hugo qui lui demande de lui faire une moto comme on sait la faire, c'est une BM full noir mat, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Donc elles se ressemblaient toutes malheureusement, et on commençait avec Hugo à en avoir un peu marre, quoi. C'était tout le temps les mêmes objets qui sortaient de nos mains et les mêmes actions. Mhm. Et là, on a dans les bourses auxquelles j'emmenais Hugo avec Becker, moi j'ai commencé à acheter des vieux réservoirs au départ pour décorer. Et puis il y a ce réservoir de Honda CB
rouge et blanc, qui a été repeint à la main. Le rouge dégouline sur le blanc, on a l'impression que c'est du sang qui a coulé. Il est hyper patiné. Et je dis à Hugo, regarde, il y a quelques temps chez Becker, j'avais fait ce truc, regarde. Et je pose le réservoir. Et Hugo me dit, non, c'est dingue, c'est hyper joli. Et je dis, ouais, t'as vu, hein, ça change toute la ligne. Mais si on fait ça, il faut aussi changer la selle qui est trop épaisse. Et on se dit, viens, on le fait. Et on s'engage sur ce chantier-là. Et là, ça nous oblige à tout démonter, à transformer le cadre. Et puis, comme on refaisait peindre des pièces, et là, on dit, on va faire repeindre le cadre. Et puis, on transforme la boucle arrière parce qu'on l'a trouvée trop longue et puis trop large. Et puis là, on se dit, maintenant qu'on a une boucle sur mesure, on va pouvoir faire une selle sur mesure. Et on décide de l'épaisseur. Et l'épaisseur, c'est 2,5 cm. Voilà. Et c'est devenu notre standard. C'est-à-dire, on met toujours un réservoir de 125 cm3. En gros, c'est 12 litres, donc c'est un petit volume. 9 litres, pardon. Et c'est donc un petit volume. Et on met toujours une selle dont la taille en longueur fait la taille en longueur du réservoir et dont la hauteur ne dépasse jamais 2,5 cm. Et quand on finit cette première moto, le monsieur qui l'a récupéré, il est hyper content parce que évidemment, il ressemble plus du tout à une BM, mais surtout, il adore la ligne. Et puis, lui, il roule avec et ses retours sont assez fous parce que en 15 jours, il nous dit, mais j'ai des propositions d'achat, j'ai des mots sur la moto. Quand les flics m'arrêtent, ils savent pas dire si c'est une Honda parce qu'on avait laissé les badges sur le côté. Donc, il y avait marqué Honda. Donc, pour les gens, c'était une Honda, sauf qu'en fait, c'est une BM. On se rend compte de ce que ça peut créer. Et ça correspond en plus à un moment où Hugo, qui est paysagiste, et donc moi qui suis dans le marketing en ligne, on s'éclate moins dans nos métiers respectifs. Ok. Et en revanche, on s'éclate à fond quand on se retrouve et quand justement et là c'est nouveau, on crée des objets. Avant, on crée toujours le même objet, c'était pas des énormes transformations. On avait la satisfaction de la réussite mécanique. C'était des objets qui tournaient de guingois et on arrivait à les rendre fiables, mais ils avaient toujours ce même look. Et ça faisait déjà 5-6 ans qu'on faisait ça, et donc forcément, au bout de 5-6 ans, tu te lasses de quelque chose, c'est connu. Et là, d'un coup, on pouvait s'approprier la moto en disant plus, c'est une BM, parce que on brouillait les pistes. Et encore une fois, les gens pensaient que c'était une Honda. Et même si on n'avait pas mis les badges, à part les connaisseurs qui auraient reconnu l'architecture moteur, à partir du moment où tu crées une forme nouvelle, parce que le réservoir, qui est la seule pièce de carrosserie de nos motos, c'est ce qui donne globalement la forme de la machine. Donc dès que tu crées une forme nouvelle, tu surprends les gens, en bien ou en mal, mais tu les surprends. Nous, ça nous plaisait. Et en fait, Blitz est né là-dessus. Et Blitz est né sur le concept de ce que moi j'ai un jour appelé l'accident visuel. Donc en gros, ce que je considère être un accident visuel, c'est notamment le fait d'installer un réservoir qui n'est pas prévu sur la machine, de le laisser dans son jus, alors que toute la moto est refaite à neuf. Donc c'est pour ça qu'on impose la direction artistique, c'est pour ça qu'on s'est imposé ce rythme de maximum 10 à 12 motos par an, parce qu'on fait tout à la main. Attention, il y a des choses qu'on sous-traite. La sellerie, c'est pas nous, la peinture, c'est pas nous. Tout le reste, la mécanique, le design, la soudure, l'électricité, et bien sûr les actions manuelles de démontage et remontage, c'est nous. Passer le balai, c'est nous. Donner un coup de chiffon sur la moto, c'est nous. On est les seuls maîtres à bord de ce minuscule petit qu'est le label Blitz. Et je tiens à préciser aussi quand même que l'inspiration est aussi venue évidemment. Donc la raison pour laquelle à un moment j'ai cherché à changer le réservoir de cette BM chez Becker, c'est parce que à l'époque je lisais un magazine japonais que j'achetais là-bas par correspondance et que j'avais découvert des types qui dans Tokyo fabriquaient des motos incroyables qui s'appelaient Brad Style, qui existent toujours. Et puis et en plus avec Blitz, j'ai eu l'occasion de rencontrer le fondateur de Brad Style, qui s'appelle Go Takamine, qui maintenant habite en Californie. Et quand je vais en Californie et que j'en ai potentiellement besoin, il me prête une moto parce qu'on s'est rencontrés, parce qu'il a connu Blitz et qu'il m'a dit, et ça c'est très japonais, il aurait pu me dire, sympa, tu t'es bien inspiré de nous, sachant que je l'ai toujours revendiqué, mais il aurait quand même pu le dire. Au contraire, il a dit bravo et il semble en tout cas très respectueux du travail qu'on fait. Je dis au point que on est aujourd'hui amis, on se voit 2 fois par an et quand on se voit, on va ensemble manger des tacos, des fameux Tuesday tacos. Enfin Tacos Tuesday, pardon, voilà, et il m'emmène à Long Beach, à un endroit avec sa femme, et pendant mon séjour, si j'en ai besoin, il me prête une moto et je peux aller faire ce que je veux avec, et il y a la confiance qui s'est installée. Donc ça, c'était un vrai signe de reconnaissance de ma part, de la part d'un gars et je lui dis toujours, ça fait maintenant 15 ans que ce mec m'inspire.
À côté de ça, donc tu parlais donc de la Californie, mais en France, tu as continué et tu continues, j'imagine encore maintenant, à faire des road trips. Tu m'en avais parlé d'un Ouais. en Yamaha 500 SR Dirt, si je me souviens bien, avec ton pote Mika. Et en fait, c'est le road trip que j'ai fait pour aller chez mon grand-père en Auvergne. Parce que à ce moment-là, j'avais une Yamaha 500 SR que j'avais totalement relooké en moto de dirt track parce que j'étais fan de la ligne de cette moto sur une base de Harley Davidson XR Ouais. 750. Et donc, n'ayant pas l'argent de m'acheter cette moto à 20 000 balles, bah, je m'étais acheté une Yamaha 500 SR, hein, et puis j'avais acheté un habillage, et puis j'avais tout adapté. Et mon pote, mon ami Mika, était devenu fan de cette moto, et on s'était dit, on échange sa R90S qu'on avait refaite en noir mat contre ma Yamaha 500 SR. C'est comme ça que je suis parti voir mon grand-père avec cette R90S en été 2007, je pense, ou 2008. Et puis, et lui, il a gardé la 500 SR. Sauf que comme il y a des problèmes de dos et que c'est une moto qui ne se démarque au kick, à mon retour, il m'a dit, écoute, ça me fait mal au dos quand je la kick. Donc, on s'est dit, bon, bah, je récupère ma moto, tu récupères la tienne. Voilà. Mais ce road trip, je l'ai fait sans lui. En revanche, j'ai fait le dernier road trip que j'ai fait, c'est cet été. Parce que Covid, je suis pas allé en Californie comme tous les ans. Mhm. Et Mika m'appelle parce qu'il a toujours sa 96. Est-ce que tu aurais encore tes vieilles sacoches militaires parce que j'envisage d'aller retrouver mon fils à Marseille. Il passe l'été là-bas chez ses cousins. Je dis ok, bien sûr, pas de problème. Et je lui dis mais tu pars quand il me répond mardi, dans 2 jours. Et je dis putain, ça me chauffe un peu de venir avec toi. Bon, Mika est un garçon très joueur, donc il me dit ah ça te chauffe. Et évidemment pendant 1 heure il me dit tu te rends compte, ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait de road trip ensemble. En plus Becker étant décédé il y a quelques années, ce serait super de lui rendre hommage en partant tous les deux en BM et tout ça. Je dis bon ok, t'as gagné. J'ai 2-3 trucs à vérifier et si tout va bien, mardi, je pars avec toi. Et donc je lui dis voilà, j'ai 3 points à vérifier. Un, que l'ABM qui a pas tourné depuis 1 an Mhm. démarre, évidemment. Deux, que ma petite amie va pas être fâchée si je pars à la dernière minute et que potentiellement pendant 8 jours, je suis sur la route de France et après sur la route du sud de la France. Et puis 3, que le boulot que j'ai à faire dans la semaine qui vient, je peux le torcher en une journée. Donc le lendemain, je l'appelle en disant ok, l'ABM démarre. Je te rappelle à 16 heures parce que là, j'ai toute la journée pour avancer. Donc j'avance jusqu'au tout ce que je peux faire. Évidemment, je fais pas tout bien, mais en gros, je fais 80% de ce que je devais faire dans la semaine. Et à 16 heures, j'ai dit bah, banco, rendez-vous demain. Et donc, faut savoir que Mika est un garçon qui n'est jamais à l'heure. Et donc dans les road trips, Mika, quand tu lui dis, parce que nous nos road trips, on se fait des sessions de 15 heures de route. Donc l'idée, pour arriver avant la nuit en été, il faut partir à 6 heures du matin et t'arrives à 21 heures à destination. Ok. Donc là, on s'était dit, ok, on va pas faire les foufous non plus, mais on va quand même partir tôt parce que c'était au mois de juillet ou au mois d'août, là, il faisait très chaud. Donc on voulait rouler un maximum à la fraîche. Donc on se donne rendez-vous à 7 heures porte d'Orléans. Donc moi, je me lève à 6 heures, ma douche, je fais mon petit sac avec mes outils, mes 3 slips, mes 3 t-shirts et mon maillot de bain. Mais vraiment, parce que je prends que ça. Et je pars. Et j'arrive à 7h moins 5 porte d'Orléans, j'envoie un texto à Mika, et je lui dis voilà, je suis porte d'Orléans, donc au-dessus du périph', 7 heures du matin, devant la station-service, parce qu'il y a une station-service. Et puis bon, je me dis il va arriver, donc entre-temps, j'appelle ma petite amie, tu vois, pour lui dire voilà, on est sur la route, et puis on parle, et puis vraiment, je regarde le téléphone, enfin ma montre, 7h30, ah ouais, quand même. Bon. Et donc je lui dis, tu sais, avec Mika, ça peut arriver. Et Mika m'envoie un texto, donc je lui lis le texto et Mika me dit pardon Fred, je me suis pas réveillé, je pars maintenant. Donc faut savoir que Mika quand il te dit je pars maintenant, en vrai de vrai, il a pas encore pris sa douche, il est pas allé aux toilettes et il s'est pas habillé. Et donc je sais que tout ça prend 40 minutes. Donc là je sais que je suis foutu et je suis sur le périph. Et puis là tu commences à avoir, on est entre les deux confinements, donc c'est trafic quasi régulier, donc tu commences à avoir de plus en plus de bagnoles, des camions, ça devient moins funky. Hein. Au début à 7 heures du matin t'es un peu tout seul, mais à 8 heures moins le quart, voilà, la vie reprend ses droits, quoi, la vie économique en tout cas. Et donc je commence à être fumasse et je me dis bon qu'est-ce que tu veux faire. Et puis il m'appelle je sais pas, à 8 heures, on va dire à 8 heures moins le quart, il me dit, je pars. Je dis, oh, dans ma tête, déjà, on a gagné un peu de temps. Bon. Donc, je rappelle ma petite amie pour passer le temps aussi, et puis pour lui raconter. Et puis, mais vraiment, au fond de moi, je suis pas content, quoi. En même temps, c'est les vacances, hein, donc l'heure, c'est pas la même, mais bon. Et puis, tout en lui parlant, au bout de 20 minutes, je vois arriver, donc, Mika, sur sa BM noire,
Évidemment, Mika ne sait pas voyager léger, donc il n'a pas 2 sacs, il en a 5. Il a 4 sacoches, un sac à dos. Il a le sac à dos sur le dos et toutes les sacoches sont entre ses bras, posées sur le réservoir, à 2 doigts de tomber à chaque fois qu'il s'arrête, à chaque fois qu'il tourne. Et quand il arrive, évidemment, qu'il monte son trottoir, le garé, et qu'il a sa tête de je suis désolé que je connais par cœur, j'ai un fou rire. Parce que vraiment, je me dis, c'est soit je fais la gueule, mais ça sert à rien, et puis ça va ruiner l'ambiance, soit je profite du moment où vraiment je me fous de lui parce que il a vraiment, tu vois, Bourvil dans La Grande Vadrouille avec le casque allemand un peu trop grand. Ouais. Bon, bah, c'est ça. Bourvil, il sait pas porter son fusil, il a cette espèce de collier de maître chien, il sait pas le mettre. Eh ben, Mika, c'est ça. Et donc, j'ai un fou rire, mais de dingue, ce qui fait que, ben, ça détend tout le monde, et puis après, on part. Et puis on s'éclate à rouler, on se prend le petit déj dans une espèce de boulangerie auberge avec une sorte de rivière un peu en contrebas. On est vraiment dans la France profonde, quoi. On est sur la N20, enfin sur la N7, pardon, parce que évidemment on prend pas l'autoroute. Et puis on roule, et puis on n'a pas de panne, et c'est super. On s'arrête pour faire le plein, pour faire le petit pissou, pour boire une petite canette de jus de fruits. On est bien, quoi. Sauf qu'il commence à faire vraiment chaud. Vraiment, on se fait défoncer la gueule. Et à 18h, parce que, alors, Mika, précision, il est roux. Et il est comédien. Ok. D'accord? Et donc, il a une peau de roux. Et il est en plein tournage. Donc, il a notamment ce qu'on appelle des raccords peau, j'imagine. C'est-à-dire qu'il est parti du tournage, il avait telle couleur de peau. Et l'idée, c'est qu'il bronze pas. J'ai bien compris. Donc, il se couvre de crème indice 1000. Donc, moi, quand je regarde dans le rétro, je vois une espèce de fantôme blanc. Il est vraiment tout blanc. Et bien sûr, il met des gants, il met des petits gants de conduite qu'on lui a offert, des petits gants avec des trous, tu vois, des gants de gentleman driver. Et à un moment, il enlève les gants, je sais plus pourquoi, et je vois qu'en fait, il a bronzé à l'endroit des trous du gant. Oh la vache. Donc il a une main qui est blanche et rouge, avec des points rouges. C'est génial. Donc on se rend compte que ses bras c'est pareil, en fait son visage c'est pas. Donc le mec il est rouge et blanc, alors que dans 8 jours il doit tourner. Donc on se dit putain, il va y avoir un gros travail de make-up artiste parce qu'il va falloir équilibrer tout ça. Et il est 17h30, on est cuit mais on est cuit de chaleur en fait. C'est-à-dire que vraiment il fait chaud. Il doit faire 39, je crois, un truc comme ça. Et on est à Issoire. Et on connaît rien à Issoire. Et donc on se dit, bon, on va s'arrêter là, ça sert à rien de continuer, on est crevé. Et donc là, bon, on prend les téléphones qu'on avait laissés pendant 8 heures dans nos poches. Et moi, j'appelle, tu vois, je fais une recherche, on se dit, bon, allez, à l'époque, on dormait dans des sacs de couchage au pied des arbres. Ça fait 10 ans, on est un peu plus vieux, on est un peu plus bourgeois, on va se prendre un bel hôtel. Donc je regarde un hôtel, un petit château avec une piscine, donc j'appelle. Et le mec me dit, ben non, on est plein, quoi. Vous savez, au mois de juillet, août, maintenant, comme les gens n'ont pas pu partir ailleurs qu'en France, on est blindé. Ouais, logique. Et là, on se dit, oh la galère. Ouais. Et oui, voilà, logique, mais on n'y avait pas pensé, nous. Et donc, et je lui dis, mais vous connaissez pas un confrère à vous? Et il me dit, si, ben écoutez, appelez ce petit château, vous verrez, la dame est très sympa, c'est pas loin d'Issoire. Bon. J'appelle la dame, elle me dit, ah bah écoutez, oui, j'ai une chambre de libre là. Et je dis, je la veux. Elle dit, oui, mais enfin, je tiens à vous prévenir, c'est la plus chère. Et je dis, c'est pas grave, je la prends, parce que ben, nous, il faut qu'on dorme, quoi, et puis il faut qu'on soit au frais un peu. Et on part, donc elle nous donne les indications, donc on trouve ça sur une petite carte, on suit ce qu'elle nous a dit, on part, on quitte la route, on prend un chemin, et on arrive sur un endroit, et je te jure, hein, c'est le château de Moulinsart. Moulinsart-Tintin, pour les gens qui ont pas la région. Ouais, pardon, pour ceux qui savent pas. Donc c'est une espèce de château j'ai envie de te dire, du 17e, en pierre rose, sublime, avec un jardin immense, avec des bananiers, avec une mare, il n'y a pas de piscine, mais il y a une mare, donc il y a une zone de fraîcheur. Et là, cette dame hyper gentille nous accueille et on comprend qu'on est en fait chez elle. C'est un manoir de famille qu'ils ont retapé, sublime, avec une salle de billard incroyable, avec des vieux fusils de chasse ciselés. Moi, j'adore ça, de la taxidermie. Voilà, je sais qu'on peut ne pas aimer, mais moi, j'adore ça. Donc, t'es vraiment t'as l'impression d'être dans un château anglais. Mm-hmm. Et donc, on fait le check-in. Elle nous donne du sirop de cassis fait maison, tu vois, parce qu'elle voit bien que on a soif. Et puis, elle nous montre la chambre qui est tout en haut de la tour. Donc, une chambre géniale avec 2 grands lits. Moi, je prends le lit à baldaquin, enfin, là, avec de la tapisserie sublime sur les murs et tout ça. Et puis, il me dit, bon, ben, voilà, je suis désolé de pouvoir en parler, mais il faut payer la chambre. Je dis, oui, bien sûr. Et puis, je m'attends, tu vois, à un truc du genre 500 euros. Ouais, bien sûr, elle t'a dit que c'était cher. Ouais. Bah,
Elle me dit, c'est la chambre la plus chère. On est clairement dans un joli petit manoir hyper bien entretenu. Vraiment, enfin, moi, je m'attends à ce genre de prix. Et elle me dit, bon, ben, c'est 80 euros. Je dis, mais par personne? Elle me dit, non, non, la chambre. Et je lui dis, bon, ben, d'accord. Donc, on paye. Et on se dit avec Mika, ah oui, donc, ok, on n'a pas la même notion du cher dans la banlieue d'Issoire et à Paris, quoi. Et tant mieux pour nous. On Mais était hyper carrément, contents. carrément. Et on s'est couché à 22h, on était cuit. Puis le lendemain matin, on est reparti. On avait du pain fait maison, du beurre fait maison, avec de la confiture faite maison. On s'est pris un petit déj de roi. Puis on a quand même démarré un peu plus loin pour pas réveiller. Donc il y a 6 chambres dans l'endroit. Donc il y avait quand même les chambres étaient pleines. Donc il y avait des familles et tout ça. Donc pour pas réveiller trop les gens, on a un peu poussé les motos. Et puis on est reparti. Et puis on a découvert des paysages de dingue dans cette partie de la France. Et puis on est arrivé à Marseille. Et puis là-bas, on a passé 5 jours géniaux à aller se baigner, à voir les copains Aix-en-Provence. Voilà, c'était super. Et c'était un vrai petit road trip, comme on en a vécu plein. Sauf que ça fait 10 ans qu'on ne l'avait pas fait et qu'on s'est dit qu'il faudrait qu'on le fasse tous les ans maintenant. En vrai, si on pouvait. La liberté absolue, quoi, le contact direct avec la nature. Quand le dimanche soir, tu te dis bon bah demain je pars bosser et que ça va être ma semaine de boulot et qu'en fait en 1 heure et demie de conversation tu te retrouves à te projeter à te dire ok on part, faut que je fasse un roadmap, faut que j'étudie un peu parce qu'on n'était jamais allé à Marseille par cette route là, donc faut pas trop se perdre, où est-ce qu'il y a des endroits où faire le plein, où est-ce qu'on peut éventuellement euh, trouver des garages ouverts au cas où on a une crevaison ou on pète un segment ou ouais, ton cap il change d'un coup. Et moi bon bah j'ai eu la chance de pouvoir faire ça sous l'impulsion de Mika, et qu'après, ben ouais, t'es libre. C'est-à-dire que tu t'arrêtes quand tu veux t'arrêter, tu dors là où tu peux ou veux dormir, et tu rends de compte à personne. Et puis tu te dis, t'es en contact avec la nature, donc bah tu sens quand tu traverses un champ de blé, tu sens quand tu traverses une forêt, parce que ça sent pas la même odeur, c'est beaucoup plus frais, ça sent un peu l'humidité quand c'est le matin. Tu te réveilles le matin, t'as les toiles d'araignée qui sont gorgées de gouttelettes d'eau. Et tu sais que dans 2 heures, il va faire 40 degrés, donc t'en profites à ce moment-là. Mhm. Mais au milieu de la route, moi, j'ai eu chaud, je me suis dessapé en plein milieu d'un rond-point. Je sais plus dans quelle ville, mais j'en pouvais plus, donc je me suis dessapé en caleçon et je me suis mis un short et je me suis habillé, donc tout le monde a klaxonné. C'était plutôt rigolo. Enfin, voilà quoi. Moi, je conseille à tout le monde de vivre ce truc parce que t'es juste bêtement heureux en fait. Et ça recharge les batteries, ça recentre, Ça te fait un petit moment finalement hors du temps, quoi, qui effectivement, comme tu dis, te ressource, quoi. mais tous les road trips sont hors du temps quand le week-end avec des copains, je leur dis venez, on prend les motos, on va en vallée de Chevreuse et on va rouler, et que ça dure 4 heures. On a tous le sentiment à la fin du week-end qu'on est parti. Alors que on est parti de chez nous à 10 heures du matin, on est rentré, il est 17 heures. On a roulé pendant 4 heures, on s'est fait un déjeuner au soleil au bord d'un lac en pique-niquant ou pas, mais bref. Donc, en vrai, et on s'est éloigné de notre maison de 50 bornes. Donc, tu vois, c'est rien. Mhm. Mais n'empêche, on a l'impression d'avoir un week-end euh, beaucoup plus long et beaucoup plus intense. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais Voilà. puis c'est aussi dans la manière dont tu abordes tes road trips, c'est-à-dire que j'avais vu sur Instagram, tu sais que tes roadbooks, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas tes indications, quand tu prépares, elles sont très sommaires. Et je mettrai une Ouais. photo, hein, d'ailleurs, pour les gens qui voient pas. Mais ouais, c'est mon GPS, c'est un bout de papier avec voilà, comme tu le dis, les grandes villes, parce que la France est quand même ultra bien foutue, enfin même globalement les pays développés sont bien foutus. Quand tu sais que tu vas dans le sud et que tu vas en direction de Marseille, que tu dois passer par Limoges, au début, bah évidemment tu cherches les panneaux Limoges. Mhm. Alors tu vas traverser plein de villages, mais au moins tu sais que tu es dans la bonne direction. C'est Limoges, et puis après ça doit être Orange, et puis ainsi de suite. Donc moi je marquais les grandes étapes avec globalement le numéro de la départementale pour être sûr qu'on soit sur la bonne route. Je scotche ça sur le réservoir. J'en fais en général plusieurs exemplaires que je donne à tous ceux de la bande. Donc quand on est 6, j'en fais 6. Quand on est 2, on est 2. Mais globalement, c'est moi qui suis devant parce que ça me dérange pas de regarder, d'être plus attentif que les autres. Et les autres, comme ça, ils sont dégagés de cette Mhm. responsabilité-là et ils peuvent juste humer l'air et tout va bien. Mais oui, oui, c'est aussi ça la liberté, tu vois. Il y a pas de technologie embarquée, il y a rien, quoi. Donc et puis donc ça permet aussi de se perdre, et quand tu te perds, eh ben c'est là où tu fais des découvertes incroyables d'endroits, de gens,
Tu vois, des anecdotes comme ça, pareil, j'en ai 1000. Mais tu vois, ça me fait penser à, je t'en avais parlé un petit peu en off, mais moi j'ai fait un road trip moto et c'était une moto très récente, enfin rien de Ouais. foufou. Mais moi j'étais parti tout seul et donc j'avais pris un GPS. Le truc c'est que vu que je suis pas très à l'aise, j'imagine, avec les GPS, j'arrivais à me perdre à chaque fois. Et en fait, au final, dès le deuxième jour, j'ai dit ok, ça sert à rien de se prendre la tête, Ouais, perds-toi. voilà. Et en fait, c'est ça qui est génial. Le seul souci, c'est qu'à l'arrivée, j'ai fait une petite vidéo, si tu veux, sur YouTube. Et à la fin, les gens me disaient, putain, c'est super cet endroit, mais c'est où? Et en fait, j'étais incapable de leur dire parce que, voilà. Ah, parce que t'as pas étudié le truc et que tu t'es retrouvé là par hasard, tu sais pas comment tu y es arrivé, tu sais pas comment t'en es reparti. Mais c'est pas grave, parce que le plus important, c'est que toi, tu l'aies vécu et que ça soit gravé. Tu vois, moi, j'ai un souvenir hyper précis. Mika était encore de la partie et là, on était 6 et on avait fait un énorme road trip tout un été pendant 15 jours en France et un peu en Espagne. On avait dû faire 5000 km ou 6000 km au total dans une énorme boucle. Et à un moment, on était reparti. On était dans les Pyrénées orientales et on était parti tôt depuis l'Espagne et il faisait très chaud et on avait très peu dormi et donc moi à un moment enfin on passe le long de certaines, enfin il y avait des vignes et il y avait du raisin rouge juteux, les raisins, enfin les grappes étaient dingues, on les voyait donc on s'arrête, on garde les motos et tous à 6 on décide d'aller parce qu'on avait faim un peu et puis soif et puis voilà et on se décide, il est 11h du matin et on se fait un petit déj au raisin. Et donc on fait ça, et c'est en montagne, hein, donc c'est pas plat du tout. Et on entend une détonation une première fois, mais on fait pas gaffe. Et on entend une deuxième détonation. Et il y a un des gars de la banque qui se retourne et on voit au loin, évidemment, le propriétaire du champ qui, comme tout bon paysan, défend ses terres. Et il a vu 6 gars débarquer, il ne connaît pas, il a dû dire qu'on allait défoncer son champ, enfin ses vignes. Et le mec tirait au départ en l'air, mais à la chevrotine. Hein. Oh la Alors, gros vache. sel ou pas, j'en sais rien, mais je peux te dire que là, on, on a bombardé sur les motos, on est reparti ventre à terre, et que, évidemment, pas de blessés, rien du tout. Donc, après, c'est devenu une source de rigolade incroyable. Mais ça, tu le vis pas si t'es dans un train, dans un avion, et tu sais quoi, tu le vis même pas si t'es en bagnole, en vrai. C'est clair. Tu sors premièrement de ta zone de confort parce que bah, la préparation te permet de. À partir du moment où elle est sommaire, tu laisses beaucoup de place à l'improvisation. Et Exactement. puis il y a ce côté tout simple de la moto, vu que t'as pas de pare-brise, Ouais. il y a la nature, il y a toi, et bah, C'est basta. ça, c'est ça. Il y a la nature, les insectes aussi. Hein. Il y a beaucoup d'insectes. Oui, c'est vrai qu'on Ah en ouais, prend je pas peux te dire mal. que t'en prends. je- Un jour, enfin, Mika en parlera mieux parce qu'il nous a poussé un cri un jour. Il se fait piquer au torse et je te jure, il a poussé un cri qui était plus strident que le bruit des 6 moteurs des motos. On l'a tous entendu, on s'est tous arrêtés net. Il s'était fait piquer par une guêpe. Alors, il n'est pas allergique, hein, mais il a eu peur, quoi. Donc, tu vois, il y a ça, il y a les odeurs, il y a même les odeurs de ton véhicule. Parce qu'à un moment, quand éventuellement tu consommes trop d'huile, tu le sens. Quand tu y chauffes trop, tu le sens. En fait, tu t'es ultra connecté au véhicule qui te conduit. Et moi, à chaque fois que je fais un road trip, je me surprends à parler à ma moto à la fin comme si c'était un cheval, quoi. Du genre merci, Mmh. beau boulot et tout ça. Alors que c'est censé être inanimé, tout ça. Sauf que nous, on y a mis un peu d'âme là-dedans. Dans les nôtres, en tout Clairement. Fred, écoute, je pense que j'aurais beaucoup de mal à faire un épisode de cas. Ah oui, 30-45 minutes parce je que suis désolé. je pourrais pas couper. Non, non, bah non, mais je m'en doutais un peu. Ouais, Tu racontes tellement bien les histoires, il y en a tellement des très belles que ça sera un épisode plus long. ouais. Ça sera comme Je ça, m'excuse. écoutez, les gens, et enfin nos auditeurs. Pour revenir un petit peu, on parlait pas mal d'automobile au début, Ouais, après on a dérivé sur la moto, ouais. mais ce qui est tout à fait normal. Est-ce que tu as des rêves automobiles, toi, ou c'est vraiment moto, c'est que moto à l'heure Non, non, actuelle? non, 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 non. Moi, en 2000, je voulais m'acheter une 911 Mhm. et une Targa, et j'avais rencontré le président du Porsche Club d'Île-de-France. Il en avait une jaune poussin à vendre. À l'époque, 15 000 euros, mais je les avais pas. Ouais. Et aujourd'hui, et puis elle était dans un état concours. Et aujourd'hui, je peux même pas imaginer le prix. Euh, C'est clairement pas 15 000, c'est sûr. Ouais. je pense qu'on est à 60 ou 70 000. Ouais, Enfin, facile. Ouais. dans l'état dans lequel elle était en 2000, hein, elle était concours. Hein. Et puis jaune poussin, quelle couleur. Bref, donc voilà, il y a ouais cette voiture-là que j'adore. Euh, Là, si j'étais bling et milliardaire, je me prendrais la Countach C'est parce vrai? que je trouve que ah bien sûr, Ah ouais. c'est la ah ouais quand j'étais petit là, j'en ai vu une un jour, une Countach blanche qui Ouais. nous a doublé. Ouais. Je me souviendrai toute ma vie du bruit. J'avais l'impression que c'était un avion. J'ai vu les flammes sortir des pots au moment où le mec a passé Oh les la rapports. Et vache. surtout, c'était le cul ultra ciselé, ultra géométrique et la taille des pneus. C'est clair. J'ai,
j'ai halluciné. Et encore aujourd'hui, mais vraiment, hein, je vais régulièrement voir des photos de Countach. Je n'aime aucune autre Lamborghini, mais la Countach, c'est, ouais, et puis il y avait une voiture. Alors il y a une série que peut-être des gens ont connue qui s'appelle Le Juge et le Pilote en français, une série Non, ça me dit américaine. rien. Ouais. C'était genre sur un repris de justice, un jeune pilote qui avait fait des conneries et il était sous la tutelle d'un juge. Et bien sûr, le juge devait régler des affaires et il envoyait son détective privé en la personne de ce plus jeune pilote et qui avait il fallait que tu tapes sur internet juger le pilote, la voiture qui était rouge, c'était une espèce de voiture prototype. Ouais, j'ai regardé. C'était genre une Corvette, on aurait dit une Corvette Stingray, mais ouais, j'étais jeune à l'époque, mais elle était folle. J'ai essayé de la refaire en Lego, bien sûr, j'y suis pas arrivé, mais voilà. Donc il y avait ça. Évidemment, il y a la Dodge Charger, le General Lee, parce que j'ai grandi moi avec les Sheriff Fais-moi peur et le klaxon du General Lee. Et à chaque fois que quand je vais en Californie, surtout à Venice Beach, il y a beaucoup de muscle cars américains qui roulent Bien sûr. des années 70. Et donc quand je vois un Charger, ça me rend dingue. Un Challenger aussi, parce que moi j'ai aussi grandi avec beaucoup qu'on considère aujourd'hui des vieux films. C'est Point Blank en anglais, avec Kowalski qui traverse les États-Unis dans sa Challenger blanche. Ça s'appelle Point Limite, je crois en français. Point limite, ok. Mais tu vois, ça me dit rien non plus. J'ai retrouvé la voiture dont tu parlais. Ouais. Il l'appelle la Coyote 10 ou la Cody Coyote. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Là, ouais, c'est ça. Tu vois cette forme de dingo. Mais tu vois, moi, il me fait penser à une Ferrari. Tu sais, les Ouais, Ferrari de course. exactement des années 60. Ouais, c'est ça. Ouais. Ces grands plastiques à l'avant pour protéger les phares. C'est vraiment Ouais, les protos du Mans, tu vois. Et exactement. C'est exactement ça. Ouais. quelle bagnole. Quelle bagnole. Voilà. Bah voilà. Donc il y a ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme voiture, moi, qui me font rêver? Ah si, bien sûr, la Lancia Stratos. Je sais pas si t'as connu. Ah, bah bien sûr. Bah bien sûr. Et moi, je l'ai eu en Burago, échelle, je sais pas quoi, un 16e, avec les jantes jaunes en magnésium et la déco Alitalia de la compagnie aérienne en Ah oui. blanc, vert et Ah rouge. ouais. Une légende. Mais inabordable Ouais, maintenant, mais une légende. ouais, Parce que c'est très rare. ouais, oui. Et puis c'est pas une voiture avec laquelle tu peux rouler au quotidien, tu vois. Ah non, Autant la non, non. Porsche 911, tu pourrais, mais la Stratos, je sais même pas à quoi elle tourne, tu vois. Ceci dit, la Countach, tu la roules pas au quotidien non plus, hein, parce que j'en ai jamais conduite, mais ça a la réputation d'être très très difficile à rouler en daily. Hein. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est une voiture homologuée. La Stratos, elle l'est pas. C'est une voiture de rallye, quoi. Mais les couleurs. Tu as des versions homologuées, hein. Tu as des versions Ah homologuées bah de tu la vois, Stratos. Hein. je la prends. Comme d'habitude des anciennes, c'est le Bronco qui me fait mourir, mais depuis tout le Ah temps. oui, 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 Et oui. cet été, pendant le road trip avec Mika, je suis tombé par hasard sur la version nouvelle du Suzuki Jimmy. J'ai su ça après. En fait, j'ai vu passer une voiture un peu genre un peu couleur crotte de nez comme mon scooter. C'est ça qui m'a attiré l'œil et je me suis dit c'est quoi ce petit cube là qui roule? Et j'ai adoré. Et ensuite, il se trouve qu'à Aix, j'ai un ami qui a une concession de voitures. Donc j'en ai Mhm. une Nissan. Donc j'en ai parlé. Il me dit ah mais ça c'est le Suzuki Jimmy. Et donc je suis allé me renseigner et j'ai vu que au Japon ils faisaient des kits ML et surtout le kit Bronco. Ce qui fait que le Suzuki, t'as l'impression que c'est un mini Bronco. Bien sûr, le kit n'est pas accessible en France et bien sûr ils ont arrêté de commercialiser le Jimmy. Donc je peux pas l'acheter. Enfin, pas neuf en tout cas. Je pourrais l'acheter en occasion. Mais ça, je t'avoue ça. Et ça, et le Lada Niva. La Daniva, on en avait parlé, je me Ouais. souviens, parce que mon père en a eu un. Et ouais, c'est mythique. Pour moi, c'est le plus beau 4x4 qui existe. Ça et le Bronco, ils ont ces petites formes un peu cubiques, ultra ramassées, et ça me plaît beaucoup. Ouais, t'as ce côté rustique, ouais. Exactement. Mais je crois même qu'un Lada Niva, ça coûte cher, je crois, aujourd'hui. Tout à fait. Ouais, ouais, clairement, c'est considéré comme, d'une certaine manière, une voiture de collection. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Alors qu'à l'époque, pardon, hein, mais et en plus mon père a roulé dans une Lada Samara, donc j'ai roulé avec lui dedans. Personne ne voulait de cette marque polonaise de mémoire ou tchèque. Je te confirme, je sais plus non plus, mais c'est Europe de l'Est, c'est sûr. Mais effectivement, personne n'en voulait, hein, ça c'est clair. Ah non, mais c'était la voiture du pauvre. Je te jure. Et pourtant moi le 4x4 Lada déjà à l'époque, mon père il a jamais roulé en 4x4 quasiment de sa vie, donc il voulait pas ça, il comprenait pas pourquoi on avait un 4x4 dans la ville, ce que je comprends aussi, hein, il a raison, vraiment. Mais je trouvais la forme dingo. Parce qu'en fait moi j'ai grandi en faisant du modélisme beaucoup avec mon père Mhm. et notamment il achetait parce que c'était lui qui avait l'argent, mais des modèles réduits au Japon parce qu'il allait beaucoup là-bas, de la marque Tamiya. Et Tamiya, je sais pas si tu connais cette marque, Du mais tout. ils ont
Bah alors, le logo est sublime, c'est 2 étoiles, enfin c'est 2 carrés rouges et bleus avec une étoile blanche dans chaque carré. J'ai regardé ça, ouais. Ok. Et tu regarderas le Grasshopper de Tamiya et ce qu'on appelle le Sand Buggy de Tamiya. Et donc c'était genre le buggy de l'affaire Thomas Crown, tout en plastique, enfin carrosserie en plastique rigide avec le cowboy, enfin le pilote avec le chapeau de cowboy. Moi j'ai grandi avec ça. Donc en fait mes jouets ils étaient animés et c'était de la culture ultra ricaine en fait. Mais sauf que moi, je m'en rendais pas compte. Mais donc, mon père, il avait comme voiture un Bronco, un buggy des sables, ce qu'on appelle le grasshopper, c'est vraiment les buggy, les courses Baja. Donc, et quand t'es petit, ça t'imprègne. Bien sûr. Je suis en train de regarder en même temps. Ouais, c'est cool. C'est très cool. On avait une carrosserie qui ressemblait un peu à la carrosserie de la Coyote 10 là. Donc, et sauf que moi, je l'ai peinte en noir, je me souviens. Mais voilà, donc j'ai grandi là-dedans. Et je te dis, il y a qu'une voiture moderne qui me plaît aujourd'hui. Enfin, de ce que j'en connais, parce que je connais pas tout évidemment, mais globalement, ouais, je regarde plutôt les voitures d'avant, parce que quand j'ai fantasmé sur les voitures, c'était ces voitures-là qui me faisaient Et c'est les fantasmer. voitures de ton enfance, en fait, aussi. Il y a clairement de ça. Non, mais c'est ça. Donc, c'est ça, c'est que j'ai fantasmé sur ces voitures à cause soit du personnage qui la conduisait, soit de l'effet que ça m'avait fait en la voyant en vrai. Et ensuite, la machine à fantasmes, elle s'est tournée vers d'autres trucs. Mhm. Donc pour moi, mes fantasmes de voitures se sont arrêtés quand j'avais 16-17 ans. Et après, moi, je suis un petit peu tourné vers le deux roues. Mais c'est pour ça que quand je fais le constat là avec toi de ça, je remarque que je préfère les voitures anciennes. Ça veut pas dire que je suis passéiste. Ah ouais, je comprends bien, mais je suis un peu dans la même dynamique, malgré le fait que je suis plus jeune que toi, mais j'ai exactement la même chose, sauf que les références sont peut-être pas les mêmes, puisque Oui, forcément c'est plus les oui, voitures des années forcément. 90 qui me parlent, 90-2000, quoi. C'est ce que j'allais dire. Ouais, Mais, voilà, voilà. Ouais. mais c'est le même concept, hein. Je pense qu'on est beaucoup à être comme Ouais. ça, mais vraiment beaucoup. C'est pas quelque chose d'original. Bah oui, parce que je pense que c'est dans l'enfance que ça te marque à vie, parce que dans l'enfance, quand tu te prends une image, c'est de plein fouet, pleine balle comme un bus dans la Tout gueule. à fait. Quand tu grandis, tu te mets des barrières en disant ah ouais mais c'est trop cher, ou ça consomme trop, ou ça rentrera pas dans mon garage, ou j'en ai pas l'utilité. Quand t'es un gamin, tu te poses pas ces questions. C'est juste que la forme ou le bruit ou la forme et le bruit t'ont plu, et ça suffit en Bah, fait. t'es dans le pur rêve, en fait. C'est-à-dire que vu que tu visualises pas tous les obstacles, Non, 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 il y a aucune barrière quoi. C'est le plaisir à l'état brut, sauvage et pur. Et je pense que ça arrive entre 3 et je sais pas 15-16 ans. Moi je sais qu'en moto, quand je suis à un feu rouge et seulement avec mes motos anciennes, alors que je suis au ralenti, donc tu vois, je fais pas crier le moteur, rien. Dès qu'il y a une dame ou un monsieur qui passe avec une poussette, que ce soit un garçon ou une fille dans la poussette, la tête du bébé sort et me regarde, enfin, et regarde vers moi fixement jusqu'à ce qu'elle se torde le cou et ne puisse plus me voir. Et je me dis, ça doit. ça m'étonne tellement pas. Et en fait, je pense pas que ce soit l'objet. Enfin, au départ, ils sont attirés par le son parce qu'ils voient pas. Et je pense qu'il y a un effet chez les enfants, peut-être par rapport au son, qui n'est plus le même quand tu grandis, et que le son a une résonance qui est plus forte quand t'es petit, et que ça peut avoir un côté hypnotique. Parce que moi, vraiment, ils regardent sans jamais cligner de l'œil. Enfin, ils regardent hyper fixement vers l'objet. Alors, il y a le pilote dessus, mais je pense qu'ils ne me voient même pas en fait. Ils voient une forme, ils savent pas faire le distinguo être humain et machine. Et cette forme-là qui fait ce bruit-là, ça les attire. C'est assez dingue. Et moi, j'ai des neveux qui sont encore tout petits, 2 et 4 ans. Euh, il y a donc une fille et 2 garçons. Bon, ben voilà, les 2 garçons, ils sont piqués, quoi. C'est trop bien. Le premier mot de celui qui a 2 ans, c'est moto. Et il ne m'a jamais vu en moto encore. C'est un futur très bon, ça. C'est un futur très J'espère. très Écoute, bon. c'est plus grand. Lui, dès qu'il peut, il monte sur la moto. Alors, il veut toucher à tous les boutons. Alors, il touche à tous les boutons. Évidemment, quand je démarre, ça lui fait encore peur. Mais j'ai prévu cet été, tu vois, d'aller faire un tour, évidemment, un tout petit tour autour de la maison de ma sœur avec le petit scratché à mon ventre. Et parce que moi, je me souviens de ça. Quand mon père, il nous a fait nos premiers tours de moto, il avait un Dax. Ouais. Je m'en souviens comme si c'était hier. De la première fois que je suis monté sur le Dax devant, en tenant le guidon comme lui, et en voyant le voyant de point mort qui était une grosse lumière verte, et je croyais que c'était un rubis. Enfin, c'était un bijou. Ouais, je vois exactement le truc. Parce qu'il faut dire aussi que sur les motos plus anciennes, dont le Dax, Ouais. si on considère ça comme une moto, mais c'est le cas, Ou c'est une mini-moto. c'est un rond avec un verre très vif. Ouais. Et Et, tu retrouves plus maintenant, en fait. et surtout, c'est un rond à facettes. Ouais. Donc ça fait comme un bijou en Mhm. fait. Et je me souviens, j'attendais le moment. Je savais pas ce que c'était, mais je savais que quand on était à l'arrêt, cette lumière s'allumait, et je fixais le moment où mon père passait au point mort. Je savais pas ce qu'il faisait, mais et clac. Et là, j'étais content. Tu vois. Et c'est fou, hein. Ce souvenir ne s'enlèvera jamais.
Et donc c'est pour ça que je pense qu'on est marqué dans l'enfance et qu'ensuite toute sa vie on court après ce qu'on a connu en enfance. C'est une certitude et je pense qu'on pourrait encore parler pendant des heures tous les deux de ces souvenirs-là. Il va bien falloir malheureusement que j'y mette Oui. tu sais, une petite conclusion. Un terme. Exactement. Oui, Sinon normal. les gens vont être découragés, ils vont jamais écouter cet épisode, qu'il y aura en fait une journée de travail, une journée de leur week-end. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour... Bah non, tu rigoles. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un petit peu pour la suite, des projets peut-être Des projets, on en a plein. Donc, on croule sous les projets de tout type. Donc ça, on est très content. Qu'on ait toujours la même érection le matin quand on se lève et que... non, mais c'est vrai, parce que c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est intellectuel, hein, l'érection, évidemment, mais qu'on l'ait, quoi. Qu'on ait la flamme de toujours aller faire ce qu'on a dans la tête. Nos fantasmes, que ce soit sur une moto ou même sur un vêtement, parce qu'aujourd'hui on fait aussi un peu du vêtement, et on s'autorise à faire des choses qu'on trouve pas ailleurs, parce que c'est risqué, parce que c'est pas les bonnes formes, parce que c'est pas les bonnes couleurs, en tout cas c'est parce que le marché attend, mais nous on s'en fout. Et quand on reçoit un prototype, c'est Noël. Voilà. Et c'est Noël quand un projet moto se finit et qu'on le redémarre et qu'on voit qu'ils tourneront et qu'on peut finaliser tout ça, le rendre au client. Là aussi, pour nous, c'est Noël. C'est Noël pour le client, mais c'est Noël pour nous. Donc, tant qu'il y aura ça, il y aura l'envie de faire ce qu'on fait, en évoluant, j'espère. On aura toujours notre signature, mais on la fera évoluer. Là, on travaille maintenant sur un truc qui m'a, moi, beaucoup plu, puisqu'on en parlait, c'est le rétrofuturisme. Donc, on parlait de l'enfance. Moi, j'ai grandi avec des séries comme Galactica, des séries comme Cosmos 99, où dans les années 70, on imaginait le futur des années 2020. Et il y a 2 ans, ça m'a explosé au visage en me disant, mais c'est dingue, parce que quand j'avais 14 ans, je pensais qu'en 2020, qui paraissait hyper loin, je volerais avec un jetpack, ou alors j'aurais une voiture volante, et en fait, j'ai une Citroën Cactus. Elle est mythique cette conclusion. Je pense que je vais rien ajouter derrière parce que là, on touche quelque chose. On touche vraiment quelque chose. J'invite les gens à aller vraiment voir ce que vous faites pour ceux qui connaissent pas, s'il y en a encore. Sur votre site, d'abord les motos évidemment, mais aussi vos sapes qui sont vraiment extraordinaires. On peut vous suivre aussi sur les réseaux. Sur Insta, vous avez quand même un très 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 beau feed. N'hésitez pas à aller faire un tour. On essaye de faire des choses, oui. Ouais, on essaye de faire des choses bien. Écoute, merci en tout cas de m'avoir accueilli. Tu rigoles, c'est moi qui te remercie. C'était un épisode peut-être fleuve, mais surtout génial. Ouais, désolé. Et vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Pour petite anecdote, on l'a fait en 2 étapes parce que technologie oblige. Tu vois la technologie. Mais c'était vraiment génial et je pense qu'on pourrait encore discuter pendant des heures. Il se trouve que tu as des motos préparées pour clients qui doivent les attendre avec impatience. Exactement. Donc on va y mettre un terme, mais en tout cas, c'était vraiment un super moment. Et je te remercie, Fred. J'espère te voir très vite quand tout ça sera fini et qu'on pourra se rencontrer en vrai. On pourra se déplacer. Voilà. Ouais, carrément. À bientôt, Fred. Bon, bonne continuation, bonne journée. Ouais. Ciao. Salut Yann. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager ou encore à mettre un avis, un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Cette semaine, c'est Simon Leff qui écrit « Un podcast génial qui donne la parole aux plus grands connaisseurs et influenceurs du monde automobile français. Un contenu riche et inspirant, hâte de voir la suite. » Merci beaucoup Simon, ça fait très plaisir. Effectivement, le but est de donner la parole à l'ensemble, à la diversité du monde automobile français, puisque ce podcast a vocation à être en français pour l'instant en tout cas, et je pense pour un bon bout de temps. Donc voilà, merci beaucoup, et puis ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. J'en ai de nombreux, que ce soit sur les commentaires, avis sur Apple Podcast, mais aussi sur Instagram, donc ça me touche vraiment beaucoup et ça encourage beaucoup à continuer. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez justement me suivre sur Instagram @dbg_podcast. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien rater des prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.